Ce qui avait débuté comme un simple nettoyage visant à retirer de la boue au large des côtes indonésiennes, s'est transformé en la découverte de vestiges d'une masse terrestre engloutie datant de l'âge de glace. Les archéologues ont mis au jour plus de 6000 fragments fossiles, parmi lesquels des restes d'Homo erectus âgés de 140 000 ans. Cette trouvaille a forcé les scientifiques à repenser la manière dont les premiers humains vivaient, se déplaçaient et interagissaient en Asie du Sud-Est. Pendant des années, l'on crut qu'Homo erectus sur l'île de Java vivait isolé, séparé du reste du monde. Or, ces fossiles bouleversèrent totalement cette conception. Java n'était alors pas une île, mais constituait une partie d'une vaste masse terrestre baptisée Sundaland. Ainsi, l'Asie du Sud-Est s'étendait comme si l'océan avait été vidé, reliant l'Indonésie, la Malaisie, Bornéo, la Thaïlande et le Vietnam en un unique et immense territoire. Les îles actuelles de Java, Sumatra, Bornéo et Bali étaient reliées par des réseaux fluviaux rappelant probablement l'Amazonie, par des forêts où circulaient d'imposants animaux et par des plaines côtières qui seraient plus tard submergées à mesure que les températures s'élevaient. Homo erectus ne se trouvait pas contraint, il prospérait dans ce qui s'apparentait à un petit bonheur préhistorique. Ce paysage n'avait rien de ce que nous imaginons généralement de l'ère glaciaire, souvent perçu comme un désert gelé. Le niveau des mers chuta de plus de 120 mètres, une partie considérable de l'eau s'étant figée en glacier. Lorsque ces volumes se retrouvèrent emprisonnés dans la glace, d'amples portions du plancher océanique émergèrent, comme de gigantesques pierres de gué. Les premiers hommes n'avaient plus besoin de bateaux. Ils pouvaient se rendre à pied de l'actuelle péninsule indo-chinoise jusqu'à des lieux qui sont aujourd'hui des îles, explorant et chassant des troupeaux à travers ces terres ouvertes, comme sur un gigantesque réseau autoroutier préhistorique. Cette vaste autoroute est essentielle, car elle réécrit totalement la compréhension des déplacements des premiers humains. Homo erectus disposait d'un continent entier à parcourir. Il suivait les fleuves, traversait les vallées et s'adaptait à des environnements variés, de la même façon que vous découvrez des raccourcis pour vous rendre au bureau ou trouver de nouvelles routes vers votre café préféré. Comme tout était interconnecté, les animaux circulaient aussi librement. Tigres, éléphants, bovins gigantesques et tortues de la taille de petites voitures. Les humains suivaient ces impressionnants animaux. Parmi les fossiles extraits du détroit de Madura, certaines preuves de ce comportement sont apparentes, comme des carapaces de tortues portant des traces de découpe et des os de bovidés fracturés. La présence de marques précises sur les os indique que quelqu'un prélevait délibérément la viande à l'aide d'outils qu'il avait façonnés lui-même. Quant aux os fendus, ils révèlent l'extraction de moelle, sorte de pâte protéinée préhistorique, riche en graisse et idéale pour obtenir les calories nécessaires à la survie. Ce niveau de planification et de savoir-faire surpassait ce que les chercheurs attendaient d'Homo erectus. Il rapproche cette espèce des comportements observés chez les premiers Homo sapiens ou les Denisoviens, montrant qu'ils ne se contentaient pas de subsister sur des restes, ils chassaient activement, transformaient leur nourriture et la partageaient, peut-être comme le font les humains modernes. Si vous les imaginez encore comme des hommes des cavernes lourdeaux et voûtés, oubliez cela. Ils étaient d'une vivacité remarquable. Les techniques qu'ils employaient pour transformer leur nourriture se rapprochent étrangement de celles d'autres hominidés, pas uniquement Homo erectus. Nous parlons là de l'homme de Flores, des Denisoviens et des premiers Homo sapiens. Cela suggère que ces groupes n'existaient maintenant peut-être pas seulement côte à côte, mais qu'ils ont pu interagir, échanger des idées, copier des méthodes, ou même se croiser et partager des territoires. Ainsi, l'Asie du Sud-Est ne se présente plus comme une série d'îles isolées, mais comme un écosystème humain foisonnant où différentes espèces se croisaient. Et voici l'aspect tragique, tout ce que nous connaissons de ce lieu, tout ce que les humains y ont construit, perdu et découvert, repose désormais sous les eaux. À la fin de l'ère glaciaire, les glaciers fondirent comme des cornets de glace sur un trottoir brûlant. Le niveau de la mer s'éleva, d'abord lentement, puis rapidement. Les rivières débordèrent, les côtes disparurent, et des paysages humains entiers furent engloutis par les vagues. Sundaland fut submergé sur des milliers d'années, et ses habitants durent y s'adapter, ou se réfugier sur des terres plus élevées. Les archéologues tentent aujourd'hui d'interpréter les modes de vie de ces populations, ainsi que le nombre d'espèces humaines ayant foulé ce territoire. Chaque nouvel os ou artefact extrait du fond marin nous rapproche un peu plus de la réécriture complète de ce que nous pensions savoir sur les migrations humaines anciennes. Cette découverte,
pourrait indiquer que l'Asie du Sud-Est eut autant d'importance pour l'évolution humaine que l'Afrique, le Moyen-Orient ou l'Europe. Sundaland ne représentait pas une simple péripétie secondaire, mais une véritable zone de rencontre, où l'humanité expérimentait, s'adaptait, apprenait et progressait. Des découvertes inattendues, comme celles survenues en Indonésie, continuent d'émerger à travers le monde, surprenant les scientifiques. En Chine, des agriculteurs espéraient récupérer des excréments de chauves-souris pour en faire des engrais naturels dans une étroite grotte calcaire. Ils tombèrent cependant sur des fragments d'os fossilisés, ressemblant étrangement à des parties d'un crâne humain. Ce crâne s'avéra extrêmement ancien, âgé d'environ 300 000 ans. Les chercheurs le baptisèrent, finalement, Maba 1. Découvert dès 1958, ce fossile suscita depuis lors de vives discussions quant à l'espèce humaine à laquelle il appartenait. Durant le Pléistocène moyen tardif, le monde s'apparentait à un véritable carrefour où déambulaient différentes espèces humaines anciennes. Ou, peut-être, Maba 1 provenait-il d'une espèce encore inconnue. Le principal problème résidait dans le fait que les chercheurs ne disposaient que d'une partie du crâne, ni mâchoire, ni autres os, comme tenter de résoudre un gigantesque puzzle avec la plupart des pièces manquantes. Pendant longtemps, on supposa qu'il pouvait s'agir d'un néandertalien. Mais l'emploi de la microtomographie, semblable à une supervision permettant d'examiner l'intérieur des fossiles sans les endommager, révéla d'étranges structures tubulaires reliant certaines zones de la boîte crânienne, structures quasi inexistantes chez les néandertaliens. L'agencement interne du crâne s'apparentait davantage à Homo erectus, une espèce humaine bien plus ancienne, sans pour autant correspondre parfaitement. La taille et la forme du crâne se rapprochaient des humains modernes et des néandertaliens, tout en présentant des caractéristiques inhabituelles pour Homo erectus. La région frontale était plus courte, et le bregma, point de jonction de deux os crâniens, épaissi. Maba 1 portait également une curieuse dépression sur le front, comme un bleu figé dans le temps. Quelle qu'en fût la cause, chute, anémie ou autre, elle survint alors que la personne était vivante. L'absence de signes d'infection suggère que l'individu guérit et poursuivit sa vie après ce traumatisme. Ainsi, Maba 1 ne correspond parfaitement à aucune espèce connue, mais il présente des caractéristiques partagées avec plusieurs d'entre elles, et dégage la même aura de fossiles mystérieux que d'autres découverts à travers l'Afrique. En 1976, la célèbre paléontologue Mary Leakey et son équipe mirent au jour un autre crâne humanoïde en Tanzanie. Ce crâne révélait des traits étonnamment proches de ceux d'Homo sapiens, bien qu'il fût extrêmement ancien. Les chercheurs considèrent qu'il pourrait s'agir de l'un des plus anciens représentants de notre espèce jamais identifiée, offrant ainsi la possibilité de répondre à l'une des questions majeures de la science. À quel moment précis Homo sapiens est-il apparu pour la première fois? La couche sédimentaire où ce crâne fut découvert remonte au Pléistocène moyen, soit bien plus tôt que ce que les anciens manuels affirmaient sur l'apparition de l'homme moderne. Il existe également le crâne découvert dans la mine de zinc de Broken Hill en Zambie. Les mineurs y tombèrent littéralement par hasard, accompagnés de quelques autres ossements. Les scientifiques le surnommèrent « homme de Rhodésie », et l'on crut d'abord qu'il constituait le chaînon manquant entre Homo erectus et Homo sapiens. Toutefois, grâce à des méthodes de datation plus précises et à de nouveaux outils de recherche, il fut établi qu'il avait environ 299 000 ans et appartenait très probablement. Les archéologues viennent de mettre au jour les vestiges d'une cité perdue depuis des millénaires, dissimulée dans le sud-est de l'Europe. Ils étaient convaincus qu'il ne s'agissait que d'un ancien avant-poste défensif, mais de nouvelles fouilles bouleversent radicalement cette interprétation. Ils estiment désormais que ce site pourrait être la cité perdue de Lyncus, capitale de l'ancienne Lyncestide liée à Alexandre le Grand, l'homme qui transforma l'histoire. Les ruines se situent près du petit village de Tsornobuki, en Macédoine du Nord. Des mentions existent dès 1966, mais les recherches sérieuses n'ont débuté qu'il y a une quinzaine d'années. Au départ, seuls quelques vestiges avaient été repérés, et l'on pensait à un simple poste avancé chargé de surveiller les Romains venant de l'Ouest. Mais une équipe de scientifiques y est récemment retournée avec des équipements de pointe et a démontré que ce lieu n'était pas un modeste avant-poste. En explorant le sous-sol, les chercheurs ont établi que l'acropole, colline plane dont le sommet supporte les ruines, possédait assez de salles et d'infrastructures pour abriter une véritable ville à l'intérieur des remparts. Le site couvre environ 28 000 mètres carrés,
et près de 10 000 habitants y vivaient à son apogée. Ils ont aussi mis au jour un atelier textile et de nombreux objets, dont une monnaie à l'effigie d'Alexandre le Grand, des haches, des pièces de jeu, une lampe à huile et une petite poterie ornée d'un cœur. L'une des découvertes les plus remarquables est un billet de théâtre en argile réutilisable, caractéristique de la Macédoine du Nord. Cela suggère fortement la présence d'un théâtre, probablement installé dans l'un des grands édifices. Les spécialistes pensaient autrefois que la cité remontait au règne du roi Philippe V. Mais désormais, grâce à la monnaie et surtout aux outils anciens, ainsi qu'aux fragments de poterie mis au jour, ils estiment que des populations pourraient y avoir vécu dès l'âge du bronze, entre 3300 et 1200 avant notre ère. La Lincestide et l'ensemble de la Haute-Macédoine connaissaient un climat rude, marqué par des hivers froids et pluvieux et des étés brûlants. L'existence y était difficile et se résumait souvent à une lutte pour la survie. Les habitants de la région étaient principalement des pasteurs nomades, contraints de se déplacer au fil des saisons. Ils parcouraient le territoire avec leurs troupeaux de bovins, de chèvres et de moutons, à la recherche des pâturages les plus favorables. À cette époque, la Macédoine occupait une position marginale dans le monde grec. Elle relevait en partie de la culture hellénique, mais les grandes cités-États, comme Athènes et Sparte, ne la reconnaissaient pas pleinement. Cette situation périphérique lui permit cependant de combiner traditions grecques et héritages locaux. Peu à peu, sous des souverains tels que Philippe II et Alexandre le Grand, elle s'imposa et transforma profondément l'ensemble du monde antique. Les nouvelles découvertes réalisées à Tchernobouki révèlent à quel point l'ancienne Macédoine était connectée et influente, d'autant que la cité se trouvait sur les routes commerciales menant à Constantinople. De grandes figures historiques telles qu'Octave et Agrippa ont peut-être traversé la région en route pour affronter Cléopâtre et Marc-Antoine. Le site pourrait également correspondre à la capitale perdue de l'ancien royaume de Lyncestis, ou Lynkos. Certains spécialistes estiment qu'une grande ville de Haute-Macédoine pourrait être le lieu de naissance de la reine Eurydice I, mère de Philippe II de Macédoine, qui s'empara de la Lyncestide au IVe siècle avant notre ère. Le royaume de Macédoine devint alors indépendant, et c'est dans ce contexte que le fils de Philippe II, Alexandre, accéda plus tard au trône du royaume macédonien. Fidèle à sa renommée, il édifia en seulement 13 ans l'un des plus vastes empires de l'histoire, s'étendant de la Grèce jusqu'à l'Égypte et à l'Inde, avant de mourir à l'âge de 32 ans. Les chercheurs comptent désormais approfondir l'exploration de ce site majeur afin de mieux comprendre les premières civilisations européennes. Cette découverte remarquable a été rendue possible grâce au lidar. Cet outil de télédétection permet de cartographier, sur de vastes territoires, des données telles que la hauteur de la végétation, la densité des forêts et de nombreux autres détails. Le lidar est un système actif, produisant sa propre énergie sous forme de lumière pour analyser le terrain. Un laser émet des impulsions extrêmement rapides, qui atteignent le sol et se réfléchissent sur des éléments comme les constructions ou les branches d'arbres. Le capteur recueille ensuite cette lumière réfléchie et l'enregistre. En mesurant le temps nécessaire au trajet aller-retour de la lumière, il devient possible de calculer la distance parcourue, puis de déterminer avec précision l'altitude de chaque point du relief. Des scientifiques ont récemment mis au jour une autre cité disparue grâce à cette même technologie. Nommée Giengola, elle était demeurée dissimulée sous l'épaisse jungle mexicaine pendant près de 6 siècles. Durant tout ce temps, les chercheurs pensaient n'y trouver qu'une forteresse abandonnée. L'accès demeura impossible jusqu'à ce que le lidar permette, depuis un avion, d'obtenir en seulement 2 heures un modèle tridimensionnel complet du site. Giengola fut édifiée à l'époque précolombienne, entre 1350 et 1521. Elle s'étendait sur 360 hectares, comptait plus de 1100 édifices, près de 4 km de murailles défensives et un vaste réseau de voies intérieures. La cité présentait un plan urbain soigneusement organisé, avec temples, terrains de jeux de balles et quartiers distincts pour les élites et pour le peuple. Elle constituait un centre majeur pour les apothèques, installés dans la région depuis environ 600 avant notre ère. Les familles y vivaient dans des maisons disposées autour de larges patios centraux, entourés de pièces, qu'elles agrandissaient au fil du temps et des naissances. Enserrés par les montagnes, les habitants exploitaient chaque parcelle constructible des pentes et utilisaient même le drainage naturel pour s'approvisionner en eau. Leur savoir-faire apparaît remarquable,
nombre de constructions étant encore debout aujourd'hui. Mais au début du XVIe siècle, le manque d'eau potable et de terres agricoles les contraignit à se déplacer vers Tehuantepec. Les archéologues entendent désormais approfondir l'étude de l'organisation zapotèque, de leur système politique et de leur premier contact avec les Espagnols, en analysant l'ensemble des 1170 bâtiments révélés par le LIDAR, un travail qui nécessitera plusieurs années. Une autre découverte récente, issue de la même technologie novatrice, concerne une immense cité antique longtemps dissimulée sous l'épaisse canopée de la forêt amazonienne. Un vaste réseau de maisons, de places, de routes et de canaux reposait à l'ombre d'un imposant volcan. Beaucoup de chercheurs pensaient jusqu'alors que les anciens peuples amazoniens vivaient dans de modestes huttes et défrichaient quelques clairières pour subsister. Or cette ville, fondée il y a 2500 ans et occupée durant près d'un millénaire, a infirmé cette vision et profondément modifié les certitudes. Les scientifiques estiment désormais que des dizaines, voire des centaines de milliers d'individus vivaient au sein de sociétés urbaines complexes. Les relevés ont révélé 6000 plateformes rectangulaires d'environ 20 mètres sur 10 et hautes de 2 à 3 mètres, groupées autour de places centrales, reliées par des routes parfaitement rectilignes et des axes se croisant à angle droit. L'une de ces voies atteignait 26 km. L'aménagement de tracés aussi réguliers exigeait un effort considérable, et certaines routes pourraient avoir revêtu une signification spirituelle ou cérémonielle. La prospérité de cette civilisation reposait sur les sols fertiles du volcan voisin, qui pourrait aussi avoir contribué à son déclin. Des fossés défensifs signalent en outre des menaces extérieures, peut-être des tentatives d'intrusion. Les chercheurs s'apprêtent maintenant à étudier les 300 km² adjacents, afin de mieux comprendre cette société étendue et complexe, susceptible d'avoir dépassé en ampleur les célèbres civilisations mayas du Mexique et d'Amérique centrale. De minuscules microbes, en réalité des germes très anciens, sont restés prisonniers de la glace arctique durant des dizaines de milliers d'années, depuis l'époque où les mammouths laineux parcouraient encore la Terre. Aujourd'hui, les scientifiques estiment qu'ils pourraient se réveiller si les étés arctiques continuent de s'allonger et de se réchauffer. Oui, vous avez bien entendu, des microbes zombies. Ces microbes sont piégés dans le permafrost, c'est-à-dire un mélange de sol et de glace qui demeure gelé et dure toute l'année. La couche supérieure fond légèrement pendant l'été, mais les éléments vraiment anciens, ces microbes de l'âge glaciaire, sont enfouis bien plus profondément. Ils ne dégèlent que lorsque la chaleur dure vraiment pendant des mois, et non après une simple journée ou deux de fortes températures. Pour les étudier, l'équipe est descendue dans la Permafrost Tunnel Research Facility, près de Fairbanks en Alaska, un long couloir souterrain situé à 15 mètres sous la surface, creusé directement dans le sol gelé ancien. Le tunnel s'étend sur plus de 100 mètres et permet aux scientifiques de marcher littéralement à travers des milliers d'années d'histoire figée. En observant les parois, les chercheurs ont aussi remarqué des os de mammouths et de bisons qui ressortèrent de la glace. L'un des objectifs était de mesurer à quelle vitesse ces microbes anciens pouvaient revenir à la vie. Ils ont alors eu une vraie surprise. Ces microbes n'ont pas besoin de siècles, d'années, ni même de quelques artifices extraordinaires pour se réveiller. Il leur suffit de quelques mois de temps plus chaud. Une fois actifs, ils se remettent à faire ce que font les microbes, ce qui inclut notamment la production de gaz à effet de serre comme le CO2 et le méthane. Et c'est une mauvaise nouvelle, car ces gaz contribuent à réchauffer encore davantage la planète. Cela fait fondre plus de permafrost, ce qui réveille encore plus de microbes, qui relâchent à leur tour davantage de gaz. En somme, il s'agit d'une boucle climatique délétère. Lorsque les scientifiques sont descendus dans le tunnel gelé pour prélever du permafrost très ancien, la première chose qui les a frappés fut l'odeur, franchement nauséabonde. Ce n'était pas celle d'un vieux sous-sol, mais celle de quelque chose resté figé des millénaires et qui se réveille. Étrangement, les microbiologistes s'en sont réjouis. Une telle odeur est souvent le signe que de minuscules créatures, des microbes, sont encore là. De retour au laboratoire, l'équipe a immergé les échantillons congelés dans de l'eau contenant une forme particulière d'hydrogène lourd. Cela leur a permis de suivre ensuite ce que faisaient les microbes. Ils ont ensuite placé les échantillons dans des réfrigérateurs réglés sur 3 températures différentes, froid, plutôt froid et pas trop froid, afin de reproduire ce que pourraient être les futurs étés de l'Arctique si le réchauffement se poursuit. Durant le premier mois,
presque rien ne s'est produit, et même les échantillons plus chauds ont à peine changé. Seul un très petit nombre de microbes a commencé à se réveiller, en pratique un simple filet d'activité microscopique. Mais quelques mois plus tard, les choses sont devenues plus intéressantes. Grâce à l'eau lourde, les scientifiques ont pu observer quelle quantité les microbes utilisaient pour construire leur membrane cellulaire. Cela leur a permis de comprendre que ces anciens microbes fabriquaient des molécules grasses particulières, susceptibles de les aider à survivre dans le froid. Au bout de 6 mois, les échantillons conservés aux températures les plus élevées s'étaient été complètement transformés. Ils étaient devenus plus actifs et avaient commencé à former de petites couches visqueuses que les scientifiques pouvaient voir même sans microscope. L'ensemble de la communauté microbienne n'était pas très diversifié. En revanche, les microbes actifs se comportaient comme les microbes modernes, vivant aujourd'hui dans des sols non gelés. En bref, ces microbes anciens étaient bien vivants et devenaient très énergiques lorsque la température était suffisante. C'est crucial pour l'Arctique et pour l'ensemble de la planète, car ces microbes survivent en consommant de la matière organique ancienne piégée dans le permafrost. Lorsqu'ils mangent, ils libèrent des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone et le méthane. Or, l'Arctique se réchauffe plus vite que toute autre région sur Terre. Cela signifie que les couches profondes et gelées pourraient rester chaudes assez longtemps pour que de nombreux microbes anciens se réveillent et commencent à libérer du gaz. À l'heure actuelle, le pergélisol nordique contient environ 2 fois plus de carbone que toute l'atmosphère. Si une grande partie de ce carbone est relâchée, cela pourrait accélérer le réchauffement de la planète. Cela peut entraîner des conséquences dramatiques, en déclenchant toute une chaîne de changements majeurs et en affectant pratiquement tout sur Terre. Les phénomènes météorologiques extrêmes se produiront plus souvent avec des ouragans plus violents, des pluies plus intenses, des vagues de chaleur plus longues et des incendies de forêt plus vastes. Le niveau des océans montera aussi, ce qui inondera les côtes et mettra des agglomérations en danger. Les animaux, les plantes et des écosystèmes entiers pourraient être affectés. Certaines espèces peinant à survivre et les chaînes alimentaires se dégradant. Les populations du monde entier devront alors faire face à des famines, des sécheresses et des infrastructures dévastées. Revenons à nos microbes zombies. L'étude ne les a observés que dans un seul endroit en Alaska. Or, il existe d'énormes étendues de permafrost partout dans le monde. En Alaska, au Canada, en Sibérie et dans bien d'autres régions. Et les microbes de chaque zone pourraient réagir différemment à mesure que le climat se réchauffe. Les scientifiques ont donc encore beaucoup de travail à accomplir pour comprendre ce qui nous attend ensuite. Vous vous posez sans doute la question, des virus anciens pourraient-ils nous infecter? En réalité, la plupart des microbes anciens gelés dans le permafrost sont totalement inoffensifs. Ce sont comme de vieilles bactéries qui ne s'occupent que d'interagir avec d'autres minuscules organismes du sol. Mais les chercheurs craignent qu'une petite partie de ces germes congelés puisse être capable d'infecter des humains, des animaux ou des plantes. Et si cela arrivait, nos corps ne les reconnaîtraient probablement pas du tout, puisqu'ils sont gelés depuis l'époque des mammouths. En clair, il n'existe pas de solution magique pour notre système immunitaire dans ce cas précis. Les risques que cela se produise augmentent pour plusieurs raisons. D'abord, l'Arctique se réchauffe presque 4 fois plus vite que le reste de la planète. Des étés plus longs et des températures plus élevées signifient une fonte plus rapide du permafrost, donc plus de matières anciennes qui se réveillent. Par ailleurs, l'industrie pourrait commencer à y creuser davantage. Les entreprises exploiteront plus de mines, foreront plus de pétrole, et les navires emprunteront de nouvelles routes. Toute cette activité ouvre un sol qui restait autrefois solidement gelé. Cela accroît la probabilité que quelqu'un ou quelque chose tombe sur un ancien germe tout juste réveillé. Que se passerait-il alors, concrètement? Nous pourrions nous retrouver face à différentes zoonoses, c'est-à-dire des germes capables de passer de l'animal à l'homme. Cela s'est déjà produit. Des carcasses de rennes dégelées ont libéré de l'anthrax, une maladie rare et grave, qui a ensuite infecté les gens et les bêtes. Heureusement, nous savons comment traiter l'anthrax. Mais que se passerait-il si quelque chose d'encore plus ancien se réveillait? De plus, nos systèmes immunitaires pourraient en être sans défense. Si un virus n'a pas circulé depuis des dizaines de milliers d'années, nos corps d'aujourd'hui se diront « c'est quoi, ce truc ?» Pas d'anticorps, pas de mémoire, rien. Mais le plus inquiétant, c'est que nous ne savons pas ce qui se cache là-dessous.
Les chercheurs pensent que le permafrost pourrait conserver des milliers de milliards de microbes gelés, dont beaucoup que nous n'avons jamais vus. Certains seraient sans intérêt, et d'autres pourraient être très dangereux. Alors, que se passerait-il si l'un de ces virus finissait par dégeler? Le monde ferait face à une catastrophe telle que personne n'en a jamais connue auparavant. Ça ne ressemblerait pas à une épidémie ordinaire, mais plutôt à quelque chose sorti d'un film d'horreur. D'abord, le virus serait totalement nouveau, et nos systèmes immunitaires ne le reconnaîtraient certainement pas. Cela veut dire qu'il se propagerait très rapidement en passant d'une personne à l'autre. Personne ne saurait à quoi s'attendre. Il pourrait provoquer des maladies étranges, des fièvres soudaines, ou même quelque chose de bien plus dangereux, aussi effrayant que les maladies affrontées autrefois. Les scientifiques qui creusent dans le permafrost cherchent déjà des traces de ces maladies anciennes, donc ce scénario n'est pas impossible. Une fois libéré, le virus ne resterait pas longtemps localisé. Avec les déplacements des gens et l'afflux des compagnies minières et maritimes dans l'Arctique en plein réchauffement, l'infection pourrait passer d'un petit village arctique à des villes majeures du monde entier en quelques jours. Les hôpitaux se rempliraient rapidement et le personnel médical manquerait d'équipements. Les compagnies pourraient fermer et les approvisionnements alimentaires subir de graves perturbations si le virus touchait le bétail ou les cultures. Les transports risqueraient de s'interrompre presque totalement. Savez-vous quelle quantité d'or a été extraite par l'humanité au fil de l'histoire? Environ 233 000 tonnes. Et les 2/3 de cette masse furent exploités après les années 1950. Divers pays, époques et des milliers de personnes impliquées. Mais que se passerait-il si d'immenses gisements d'or étaient découverts en un seul lieu? Et si un immense gisement de minerai d'or était révélé? Non, pas juste immense, mais proprement gigantesque. C'est exactement ce qui a été mis au jour en Chine. Un groupe de géologues a identifié environ 40 filons d'or, renfermant approximativement 330 tonnes de minerai. Mais ce n'est pas tout. La modélisation 3D a révélé que davantage d'or repose en profondeur. À quelques 3000 mètres, plusieurs centaines de tonnes supplémentaires pourraient se trouver. En tout, il est possible qu'ils découvrent des gisements totalisant près de 1100 tonnes d'or. Pouvez-vous concevoir pareille quantité? Cela correspond à environ 70 milliards d'euros. Waouh! Les experts indiquent que ce gisement recèle environ 139 grammes d'or par tonne de minerai. Cela peut sembler dérisoire, mais c'est en réalité un taux remarquable dans l'exploitation aurifère. Habituellement, 10 grammes par tonne est considéré comme excellent. Si toutes les estimations s'avèrent exactes, il s'agira de la plus vaste mine d'or au monde, surpassant même la mine de South Deep en Afrique du Sud, qui recèle 1025 tonnes d'or. Certains s'inquiètent, et d'autres se réjouissent. L'or, toujours l'or dans les esprits. Tous désirent de l'or, tous en acquièrent. Sa valeur s'accroît, et il apparaît bien plus sûr que le bitcoin ou l'argent liquide. L'or évoque richesse et luxe. Il demeure constamment un placement précieux et rentable. Mais un instant, pourquoi en est-il ainsi? Qu'est-ce qui pousse les gens à s'enthousiasmer pour ce métal brillant? La vérité est que l'or possède à la fois une valeur pratique et psychologique. Depuis des siècles, l'or incarne le pouvoir, le prestige et la prospérité au sein de diverses cultures. Il semble que nous portions en nous une mémoire ancestrale nous signalant que l'or est précieux. Songez aux innombrables problèmes qu'il aura causés aux héros littéraires et aux multiples aventures autour de l'or que nous avons vues au cinéma. L'or suscite la joie et l'avidité, la cruauté et la domination. Voilà pourquoi il séduit tant de monde. Certes, il charme par son éclat, mais il demeure aussi d'une grande utilité. L'or ne rouille pas, ne se corrode pas, se conserve sur de longues périodes et ne se détériore pas. Il constitue l'investissement fiable par défaut. Toutes les autres formes d'épargne risquent de perdre de leur valeur lors des crises, tandis que l'or reste stable. Le seul inconvénient réside dans le risque de vol. Outre la joaillerie, l'or intervient dans l'électronique, la médecine, l'aérospatiale et de nombreux autres secteurs. Le Bitcoin tire sa valeur de la confiance des gens à travers le monde. L'argent possède sa valeur grâce à l'appui des autorités. L'or, en revanche, a une valeur intrinsèque. Il est tangible, visuellement séduisant, et son prix est consolidé par la croyance séculaire en sa valeur durable. Mais ne laissez jamais l'or vous troubler. Nombreux sont ceux qui perdent leur honneur, voire la raison, à cause de lui. Évitez ce piège.
ce n'est qu'un simple morceau de métal brillant. D'autres métaux précieux existent dans le tableau périodique, le palladium, l'argent, le cuivre, le platine. Pourquoi l'or occupe-t-il la première place? Les métaux moins nobles tels que le cuivre, le fer, le plomb et l'aluminium se corrodent et rouillent. L'aluminium, de surcroît, manque de durabilité. Le platine et le palladium surpassent l'or en prix. Mais leur rareté et la difficulté de leur extraction en limitent l'exploitation. Peu de pièces pourraient en être faites. L'argent, plus tendre que l'or, ternit, se raye et se déforme. Et, pour être franc, l'or reste le plus séduisant. Mais une autre raison explique ce coût élevé. Il est ardu à obtenir. L'extraction de l'or constitue un processus fastidieux. Dans les documentaires, vous avez peut-être observé des personnes se tenir à l'embouchure d'une rivière, collectant limon et argile, les tamisant à travers de la gaze et de petits filets, pour y découvrir quelques particules d'or. Il s'agit là de l'une des méthodes d'extraction de ce métal précieux. Il faut fournir un travail considérable pour obtenir seulement quelques fragments. Comment déniche-t-il l'or? Autrefois, c'était une question de chance. Quelqu'un marchait le long des rives et apercevait un éclat dans l'eau. Aujourd'hui, les méthodes de détection se révèlent bien plus efficaces. Les géologues savent que l'or est présent dans presque toutes les roches et tous les sols, mais ces particules sont si infimes qu'elles échappent à l'œil. Lorsque la concentration devient suffisamment élevée et perceptible, commence alors le travail d'extraction. Des équipes géologiques spécialisées recherchent activement ces sites. Dès qu'elles découvrent de l'or, elles forent des puits, prélèvent des échantillons de sol et évaluent si la quantité de métal permet une exploitation minière à grande échelle. La production dépend de la nature du gisement. Lorsque l'or se trouve dans une roche dure, les mineurs forent des trous, y placent de la dynamite, puis la font exploser. L'explosion fragmente la roche afin d'en extraire le métal. Mais cela ne constitue que le début du processus. Après avoir rassemblé ces gros fragments, les ouvriers les transportent vers des usines pour en extraire le précieux matériau. Au premier stade, les spécialistes réduisent les gros fragments en morceaux plus petits. À l'aide de concasseurs, ils broient le minerai jusqu'à obtenir de petits fragments semblables à du gravier. Il est ensuite introduit dans des tambours rotatifs remplis de billes d'acier. La rotation des tambours permet aux billes de réduire le gravier en poudre sous la pression. Cette masse est ensuite mélangée à de l'eau et filtrée. Par la suite, l'or est extrait du minerai au moyen de solvants chimiques et de systèmes de purification complexes. Il se fixe au carbone, puis en est séparé, suivi de plusieurs procédés supplémentaires, incluant l'électrolyse et des purifications plus approfondies. Enfin, l'or est fondu, débarrassé de ses impuretés, coulé en lingots, puis expédié vers d'autres installations pour un traitement complémentaire. Oui, il s'agit d'un processus difficile et chronophage, et il n'est pas toujours rentable. Il est possible de découvrir un gisement de métal précieux, mais son extraction peut s'avérer trop onéreuse et la quantité d'or ne suffira pas à rendre l'effort économiquement justifiable. Seuls 10% des dépôts mondiaux d'or contiennent suffisamment de matières précieuses pour compenser les coûts d'extraction et de traitement. De nombreuses zones regorgent d'or, mais savez-vous combien sont réellement exploitables de manière productive? Moins de 0,1%. Cela constitue probablement une raison supplémentaire de la valeur exceptionnelle de l'or. Mais existe-t-il un autre matériau capable de susciter un tel engouement? Oui, et l'on le surnomme l'or liquide. Il s'agit de l'hélium. Ce gaz sert à gonfler les ballons, mais ce n'est pas là son principal intérêt. L'hélium peut atteindre des températures ultra basses, possède des propriétés supraconductrices et se distingue par sa légèreté. Il est utilisé en médecine pour le diagnostic, notamment pour l'imagerie par résonance magnétique. L'hélium refroidit les réacteurs nucléaires et régule la température du carburant des fusées lors du lancement. Lors de plongées profondes, les plongeurs respirent un mélange d'hélium et d'oxygène pour éviter les troubles liés aux variations de pression. L'hélium s'avère ainsi indispensable au monde moderne. Un autre matériau précieux est le graphène. Ce n'est pas seulement l'un des matériaux les plus résistants au monde, c'est également un excellent conducteur. La chaleur et l'électricité le traversent aisément, ce qui le rend extrêmement prometteur pour le développement de... Quoi exactement? Étant donné que le graphène est aussi flexible, hydrofuge, non toxique et doté de propriétés antibactériennes, il se prête au développement d'innombrables applications. Équipements médicaux, génie mécanique, électronique, construction, logistique, conservation énergétique, industrie spatiale et sous-marine, et bien plus encore. Les savants estiment que le graphène pourrait permettre l'émergence de technologies révolutionnaires susceptibles de transformer la vie de tous.
Un processus similaire s'est produit avec le silicium, largement utilisé pour produire des semi-conducteurs et des batteries rechargeables. Sans silicium, nous ne disposerions probablement pas de smartphones, d'ordinateurs portables, ni d'autres appareils électroniques. Le graphène pourrait lui aussi provoquer un nouveau bond technologique. Lorsque le monde s'orientera vers les énergies renouvelables et que les transports électriques se généraliseront, le graphène pourrait devenir le véritable or technologique. Les tests sur les batteries au graphène ont démontré qu'elles se rechargent plus de 70 fois plus vite que les classiques et durent 3 fois plus longtemps. Par ailleurs, elles sont peu coûteuses et respectueuses de l'environnement. Impressionnant certes, mais où peut-on se procurer ce graphène? Il est extrait du graphite, présent dans les entrailles de la Terre. L'un des plus vastes gisements se situe en Australie méridionale, avec 200 millions de tonnes de graphite de haute qualité. Une quantité qui semble suffisante pour alimenter la planète entière. L'Égypte régnait comme détentrice de la plus ancienne pyramide connue, jusqu'à ce qu'une structure récemment mise au jour en Indonésie semble la devancer de plusieurs millénaires. Si cette hypothèse se confirme, cela réécrirait notre histoire. La première pyramide aurait émergé durant la dernière ère glaciaire et se dresserait aujourd'hui au cœur de la jungle. À première vue, Gunung Padang n'évoque guère une pyramide. L'ensemble paraît plutôt une vaste éminence jonchée de pierres éparses. Toutefois, des fouilles récentes ont révélé, bien en profondeur, des aménagements lithiques enfouis en plusieurs strates, nettement plus anciennes et plus profondes qu'on ne l'imaginait. Nous parlons d'une datation pouvant atteindre 27 000 ans. L'affaire devient capitale dès lors qu'elle touche à l'histoire humaine. À ce jour, la plus ancienne société connue possédant un tel savoir architectural remonte à environ 11 000 ans et occupait la région correspondant à la Turquie actuelle. Nous avons déjà abordé Göbekli Tepe dans d'autres vidéos. Gunung Padang divise la communauté scientifique et soulève des interrogations majeures, potentiellement déterminantes. Le site, tenu pour sacré depuis longtemps par les habitants, est encore appelé la montagne de l'illumination et demeure employé pour des cérémonies mystiques. Les Occidentaux ignoraient l'existence de cet endroit jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est alors qu'un explorateur néerlandais, ayant entendu des rumeurs au sujet d'une montagne singulière, décida d'en vérifier la réalité. À seulement 4 heures au sud de Jakarta, il découvrit un paysage saisissant. Des terrasses superposées reliées par des degrés de pierre grossière, d'immenses dalles couvrant le sol et d'imposants piliers dressés çà et là. À ses yeux, cela évoquait un ancien site cérémoniel, peut-être même un lieu de sépulture. Pendant près d'un siècle, l'archéologie dominante a délaissé Gunung Padang. L'affaire ressurgit lorsqu'un groupe d'agriculteurs remit la montagne en lumière en 1979. Au cours des années 80, les chercheurs entreprirent enfin des fouilles et mirent au jour des fragments de poterie datés entre 45 avant et 22 après Jésus-Christ. Mais c'est ici que l'ensemble prend une tournure singulière. Certaines analyses indiquent que les strates les plus profondes de Gunung Padang auraient entre 16 et 27 000 ans. Une telle ancienneté impliquerait une construction durant la dernière ère glaciaire, ce qui en ferait un édifice antérieur aux fameuses pyramides d'Égypte, longtemps tenues pour les premières du monde. Cette hypothèse émane du géologue Danny Hillman. Son équipe a mobilisé un radar pénétrant, des carottages et la datation au carbone pour examiner Gunung Padang, et leurs découvertes se révélèrent étonnantes. D'après Hillman, le site s'apparenterait à une immense structure stratifiée, édifiée par étapes au fil de millénaires. La couche la plus récente présente un âge estimé entre 3 et 4 millénaires, soit une période comparable à celle des pyramides égyptiennes. En sondant davantage, on atteint l'unité 2, érigée il y a approximativement 7500 à 8000 ans. Toutefois, c'est l'ultime niveau qui bouleverse réellement les esprits. Hillman soutient que l'unité 3 pourrait remonter à 27 000 ans. Ces travaux laissent entendre que Gunung Padang ne serait pas une simple colline, mais une pyramide à degrés intégrant des chambres et des cavités souterraines, même si peu d'éléments concrets subsistent à leur sujet. Le géologue reconnaît que son interprétation paraît extravagante, mais affirme s'appuyer sur des données authentiques et parfaitement recevables. Il ne s'agit toutefois que d'une théorie. Les contradicteurs de Hillman soutiennent que Gunung Padang ne serait pas d'origine humaine, mais relèverait de formations naturelles, à l'exception éventuelle des parties supérieures qu'ils désignent comme l'unité 1.
Ce sont les niveaux inférieurs, ceux qui pourraient bouleverser notre histoire, qui cristallisent les débats. Pour saisir l'enjeu, il faut s'intéresser au sol. La région où s'élève Gunung Padang est dominée par les volcans, ce qui signifie que l'ensemble repose sur un substrat volcanique. L'équipe de Hillman fera le monticule et mit au jour un élément troublant, un sol plus récent coincé entre des strates rocheuses nettement plus anciennes. À leurs yeux, cela constituait l'indice manifeste d'un empilement intentionnel plutôt que d'une formation naturelle. En effet, dans les processus géologiques, un dépôt jeune ne s'enfonce pas spontanément sous des roches anciennes. Ce serait comme découvrir une encre fraîche sous les feuillets d'un ancien manuscrit. Tout ceci ne colle pas, à moins qu'une main humaine soit intervenue. Cependant, des spécialistes sceptiques, tels que le volcanologue Sutikno Bronto, soutiennent que Gunung Padang n'aurait rien d'une pyramide façonnée par l'homme, mais correspondrait plutôt aux vestiges d'un ancien volcan. Il estime que l'entremêlement de sols récents et de roches anciennes résulte de l'érosion naturelle et de dynamique géologique, non d'un travail humain. L'activité volcanique peut engendrer, au fil des siècles, des formes singulières, et faute d'indices tangibles, outils, gravures, restes humains. Nombre d'experts demeurent peu convaincus. Le cœur de l'énigme réside dans ce paradoxe. Observons-nous les vestiges d'une civilisation disparue ou interprétons-nous, à tort, les caprices de la nature? La majorité des archéologues rappellent que la preuve d'une société ancienne exige des marqueurs culturels, art, outils, aménagement. Bref, des traces indéniablement humaines. C'est précisément pour cette raison que l'archéologue Flynn Dibble, principal contradicteur de Hillman, rejette l'idée d'une pyramide. Selon lui, sans indice formel d'activité humaine, tout ce que l'on peut affirmer est que le sol du monticule date de 27 000 ans, ce qui ne démontre nullement que des bâtisseurs érigeaient des pyramides à cette époque reculée. Cependant, plus nous creusons dans les strates du passé, plus nous constatons que nos ancêtres possédèrent des capacités insoupçonnées. L'hypothèse de civilisation avancée durant l'ère glaciaire paraît extravagante à de nombreux archéologues. Après tout, qui aurait pu disposer du savoir et des moyens nécessaires pour édifier de vastes structures, telles que des pyramides, dans un environnement si rigoureux? C'est à ce stade qu'interviennent certains chercheurs, en particulier Graham Hancock. Hancock est connu pour ses théories controversées, affirmant que des civilisations avancées auraient pu exister durant l'ère glaciaire. La dernière glaciation s'étendit d'environ 2,5 millions d'années, jusqu'à quelques 11 700 ans avant nos jours. À son apogée, d'immenses calottes recouvraient une large partie de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie, rendant la survie humaine difficile. La plupart des archéologues estiment que les populations de cette époque étaient surtout des groupes de chasseurs-cueilleurs, se déplaçant en quête de nourriture et d'abri. L'idée qu'ils aient possédé les compétences nécessaires pour édifier une structure massive de type pyramidal demeure difficile à admettre. Pourtant, des chercheurs comme Hancock soutiennent que des civilisations avancées de l'ère glaciaire auraient pu exister et être anéanties par des cataclysmes, tels que des inondations provoquées par la fonte rapide des glaciers. Selon Hancock, ces cultures très anciennes auraient pu ériger des structures monumentales telles que des pyramides. L'un de ses ouvrages majeurs, L'empreinte des dieux, approfondit longuement cette hypothèse. Il y examine divers indices matériels issus de monuments anciens, comme la pyramide de Khéops ou les ensembles mégalithiques d'Amérique du Sud, et avance qu'ils pourraient constituer les traces résiduelles d'une civilisation oubliée. Les théories de Hancock supposent que le savoir et les techniques transmis par cette culture perdue auraient été redécouverts, puis exploités par des civilisations ultérieures, notamment les Égyptiens et les Mayas. Appliquée à Gunung Padang, cette perspective devient encore plus captivante. Ce site indonésien pourrait-il représenter le vestige d'une civilisation disparue, ayant vécu durant la dernière glaciation? Il faudra poursuivre les investigations pour en obtenir la certitude. Quoi qu'il en soit, tandis que les scientifiques débattent de l'origine de Gunung Padang, les légendes locales proposent une toute autre explication. L'un des mythes les plus célèbres raconte l'histoire du roi Siliwangi, puissant souverain désireux d'édifier un palais somptueux en une seule nuit. Doté d'une force surnaturelle, il entreprit d'empiler d'énormes blocs pour façonner son œuvre. Mais lorsque les premières lueurs de l'aube apparurent, il constata qu'il n'avait pu achever la tâche. Dépité, il abandonna son projet, laissant derrière lui les imposantes formations rocheuses observées aujourd'hui. Bien que dépourvues de valeur historique,
Cette légende illustre à quel point Gunung Padang reste profondément enraciné dans la culture locale. Encore aujourd'hui, le site est perçu comme un lieu chargé d'énergie spirituelle, attirant des visiteurs convaincus de son pouvoir mystique. Des hindous de Bali gravissent les marches de la montagne pour accomplir des rituels liés à l'apparition de la pleine lune. Des adeptes du pencaksilat, un art martial indonésien, y pratiquent également leur discipline sur les hauteurs. Tandis que ces rites sacrés perdurent, l'archéologie et la géologie poursuivent leurs analyses afin de déterminer si cette structure pourrait réellement. Une petite équipe de chercheurs japonais vient de révéler une multitude de nouveaux glyphes de Nazca. Pour rappel, les lignes de Nazca sont d'immenses géoglyphes figurant des formes humaines, animales ou végétales, gravés dans la vaste plaine aride du sud du Pérou. La plupart furent créés par la civilisation Nazca il y a plus de 2 millénaires. Lors des premières recherches, les scientifiques avaient recensé des centaines de motifs variés. Certains consistaient en de simples lignes ou figures géométriques, plusieurs étant si droites qu'on pourrait croire qu'elles furent tracées à la règle, tandis que d'autres représentèrent de grandes créatures. Les plus célèbres montrent un singe, une araignée et une figure humaine baptisée l'astronaute. Certains dessins atteignent près de 180 mètres, raison pour laquelle ils ne peuvent être pleinement appréciés qu'en altitude, tels d'immenses fresques au sol. Il existe même un petit aéroport près de la ville de Nazca, l'aéroport Maria Reich Neumann, utilisé surtout pour permettre aux visiteurs de survoler les géoglyphes et d'en observer l'ensemble. Depuis un vol commercial ordinaire, on ne peut les distinguer, l'altitude étant trop élevée. Ce terminal propose donc de petits avions pour contempler ces œuvres. Il est fascinant de voir comment ces anciens artisans ont pu tracer ces glyphes avec une telle maîtrise. Ils ne disposaient ni de drones, ni d'avions, ni même d'outils élaborés. Cela remonte à plusieurs millénaires. Pourtant, ils mirent en œuvre des procédés simples et ingénieux. Ils retiraient d'abord la couche supérieure de pierres sombres et altérées pour révéler un sol plus clair. Cette argile claire ressort vivement sur le terrain foncé. En dégageant environ 30 à 40 cm de roche, ils produisaient des lignes nettes et contrastées. Le désert, très sec, ainsi que la composition de l'argile, limite l'action du vent et de la pluie, empêchant les tracés de disparaître. Voilà pourquoi ces œuvres demeurent visibles depuis des milliers d'années malgré les intempéries. Pour garantir la précision de leurs tracés, ils recourèrent probablement à des instruments rudimentaires de topographie, tels que des cordes et des piquets de bois, servant de guide. Ils plantaient les piquets afin de marquer les points clés le long des lignes, puis tendèrent des cordes entre eux pour maintenir des segments parfaitement droits ou dessiner des courbes régulières. Cette méthode rappelle les systèmes de grilles utilisés aujourd'hui par les architectes et évoque, dans une certaine mesure, les techniques qui ont permis la création des célèbres cercles de culture extraterrestres. Ils esquissaient sans doute de petites versions de leurs dessins au sol, puis s'en servaient comme modèle pour agrandir les figures jusqu'aux dimensions monumentales que nous observons aujourd'hui. Et récemment, 300 nouveaux glyphes ont été découverts en l'espace de 6 mois seulement. Autrefois, les scientifiques devaient analyser des images satellites, parcourir ou survoler d'immenses zones pour les étudier, ce qui rendait le travail extrêmement ardu. Désormais, l'IA est mise à contribution. Des drones ont survolé le désert, capturé de nombreux clichés sous divers angles et les ont transmis à un système de deep learning. Celui-ci examine une quantité considérable de données en quelques secondes et débusque des motifs qui pourraient échapper à l'œil humain. Les symboles mis au jour par l'IA se révèlent plus remarquables que ceux connus jusqu'alors. Ces glyphes, dits en relief, ne sont pas gigantesques. Plus petits et moins visibles, ils restaient pourtant à portée de vue. Alors que les grands tracés figurent surtout des animaux, ceux en relief représentent principalement des humains ou des animaux de compagnie. L'un montre un humanoïde d'environ 5 mètres, brandissant une massue de la main droite. Un autre esquisse un poisson, bouche grande ouverte comme en quête d'air, s'étendant sur près de 18 mètres de sol désertique. Et peut-être le plus saisissant de tous, un oiseau doté de 2 longues jambes, chacune atteignant 78 mètres. Les figures d'oiseaux sont particulièrement remarquables, car elles ont longtemps été mal interprétées. Désormais, grâce à l'analyse ornithologique, les chercheurs ont pu reclasser ces créatures, découvrant que certaines provenaient de régions très éloignées. L'un des glyphes paraissait jadis représenter un simple colibri, mais un examen détaillé, comparant becs, plumes et silhouettes, a révélé qu'il ne s'agissait pas d'un colibri ordinaire. C'était un hermite, un sous-groupe de colibris,
vivant dans des zones boisées, éloignées du désert, reconnaissable à ses plumes caudales particulières et à son bec long et effilé. Une autre découverte marquante concerne un dessin autrefois identifié comme un oiseau sans plus de précision. On sait désormais qu'il s'agissait d'un pélican, une espèce côtière présente sur le littoral péruvien, bien loin du désert. Avec ses larges ailes et son bec puissant, le pélican évoque généralement la mer et l'abondance de nourriture. Peut-être cet animal avait-il une valeur sacrée pour les Nazca. Mais alors, comment ce peuple connaissait-il ces oiseaux provenant des rivages ou des jungles humides du nord? Et pourquoi choisir de graver, au cœur des sables arides du sud, l'image d'une créature appartenant à un milieu si différent? Il semble que les lignes de Nazca cachent une histoire bien plus complexe que ce que l'on supposait auparavant. Une question taraude les archéologues depuis des décennies. Que signifient ces glyphes? Eh bien, les chercheurs japonais avancent une piste. Pour comprendre ces symboles autrefois, il fallait littéralement suivre d'anciens sentiers, discerner des formes estompées sous ses pas. Comme si le peuple Nazca avait conçu ces figures pour être découvertes à pied, vécues comme un véritable voyage. Et puisque leur vision d'ensemble n'est possible que depuis le ciel, l'hypothèse d'un pèlerinage sacré se renforce. Peut-être que seuls les dieux d'en haut pouvaient en saisir l'image complète, tandis que les humains en étaient réduits à marcher pour accéder à son sens. Les lignes s'étendent sur environ 390 km² de la pampa de Nazca. Il est donc probable qu'elles aient appartenu à un parcours spirituel menant à Cahuachi, un centre cérémoniel encore visible au loin aujourd'hui. Ce lieu occupait une place essentielle au sein de la civilisation Nazca, véritable cœur de leur culture. Il a très probablement servi de site religieux et de pèlerinage durant les premiers siècles de notre ère, lorsque la société Nazca connaissait son apogée. Contrairement aux autres cités anciennes animées par la vie quotidienne, Cahuachi possédait un caractère singulier. Personne n'y résidait en permanence. On s'y rendait depuis diverses régions pour des cérémonies importantes en quête de liens, de sens et de spiritualité. Le site se composait de vastes plateformes en adobe et de grandes places où la population se rassemblait pour accomplir rites et offrandes. Son bâtiment principal, le grand temple, était une imposante pyramide à degrés. L'abondance d'objets retrouvés, étoffes, poteries, têtes trophées, témoignent de pratiques rituelles et sacrificielles. Comme Cahuachi se situe non loin des lignes de Nazca, un lien étroit paraît évident. Ces tracés pourraient avoir servi de voies de pèlerinage ou de symboles associés aux cérémonies. Il subsiste encore quantité de mystères. Même si ces tracés représentaient des pistes ou des signes, quel message exact le peuple Nazca cherchait-il à transmettre? Ces œuvres pourraient raconter d'étonnantes histoires, indiquer des lieux majeurs ou former une carte spirituelle pour guider ceux qui leur succéderaient. Leur signification pourrait également varier selon l'agencement et les motifs utilisés. À ce jour, plus de 700 glyphes ont été identifiés. Et pourtant, ce n'est qu'un commencement qui illustre le potentiel de l'intelligence artificielle à transformer l'archéologie, comme le montre par exemple une compétition nommée le défi du Vésuve. L'objectif consiste à aider au déchiffrement de rouleaux romains antiques provenant d'Herculanum, carbonisés lors de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Ces manuscrits sont si fragiles qu'on ne peut même pas les toucher, ce qui a rendu leur étude extrêmement ardue durant des siècles. La méthode novatrice d'IA repose sur un dépliage virtuel. Elle explore l'intérieur des rouleaux sans les altérer et parvient à repérer des encres à base de carbone, invisibles à l'œil nu depuis longtemps. Des avancées notables sont déjà obtenues. Un étudiant de 21 ans a révélé un premier mot, porphyras, qui signifie pourpre en grec ancien. Le concours promet d'importantes récompenses pour les futures découvertes, atteignant des centaines de milliers de dollars. Vous avez sans doute entendu parler de la mythique Atlantide, mais saviez-vous qu'il existe une véritable Atlantide des sables? En 1992, un groupe de chercheurs amateurs et d'archéologues s'est intéressé à une ville perdue nommée Ubar, censée se dissimuler dans les déserts d'Oman. Selon les légendes et les textes anciens, Ubar aurait disparu suite à la colère des dieux envers le souverain de la cité. Pendant des siècles, nul ne parvint à la retrouver, et elle devint davantage un mythe qu'une réalité. Cela dura jusqu'au moment où un duo improbable, un avocat et un cinéaste, s'allia à la NASA. Ils employèrent un système radar capable de percer les épais sables du désert et découvrir d'anciennes voies de commerciales,
compactés par le passage de milliers de chameaux, imaginez l'odeur. Cette piste les mena aux vestiges du bar, un centre florissant du commerce de l'encens il y a 5000 ans. Substance jadis aussi précieuse que l'or. Ces données furent suffisantes pour engager des explorations sur le terrain. Plus de 40 volontaires retirèrent 200 tonnes de sable du site. Ils découvrirent un ensemble imposant, bien qu'il ne ressemblât guère à une ville. Autrefois, la plupart des Arabes de la région ne vivaient pas dans des maisons au sens traditionnel, mais dans des tentes ouvertes sur les côtés, laissant circuler la brise rafraîchissante. Cependant, au centre de cette ville de tentes se dressait une forteresse, la demeure du roi. La forteresse mise au jour était entourée de 8 murs, chacun d'un demi-mètre d'épaisseur, de 3 mètres de hauteur et d'environ 18 mètres de longueur. À chaque angle se trouvait une tour, d'environ 3 mètres de diamètre et 9 mètres de haut, exactement comme le décrivaient les anciens textes religieux. Ce que le roi, bâtisseur de ce lieu, ignorait, c'est qu'il avait érigé sa forteresse imprenable sur une caverne de calcaire hautement corrosive. Avec le temps, la couche de terre qui recouvrait la forteresse céda, formant un gouffre qui l'engloutit entièrement. De tels gouffres apparaissent lorsque l'eau souterraine érode le substrat rocheux, rendant le sol instable et fragile. Installer une cité au-dessus de cela n'était assurément pas recommandé. Un beau jour, tout s'effondra subitement, et nous n'en avons pris connaissance que récemment. Aïe! Santorini est célèbre pour ses panoramas saisissants et ses escapades romantiques, mais elle abrite également l'un des sites archéologiques les plus fascinants du monde, l'ancienne cité d'Akrotiri. Remontant à plus de 6 ou 7 000 ans, Akrotiri constituait un centre majeur de l'âge du bronze, jusqu'à ce qu'elle soit anéantie par une éruption volcanique. Tout changea pour la ville au XVIe siècle avant notre ère, lorsqu'une série de tremblements de terre la secoua. La cité resta ensevelie sous les cendres volcaniques, à l'instar de Pompéi. La date exacte de l'éruption demeure discutée, bien que certains indices apparaissent dans les motifs de croissance inhabituelle des arbres, datant d'années telles que 587 et 1160 avant notre ère. Il semble que les habitants aient rapidement emballé leurs affaires et quitté la ville, ce qui fut fort judicieux, car survint ensuite l'une des plus puissantes éruptions volcaniques des 4 derniers millénaires. Les cendres furent si épaisses que la cité resta cachée pendant des milliers d'années. La civilisation d'Akrotiri était célèbre pour son architecture monumentale et son art remarquable, parfois considérée comme la première civilisation d'Europe. Elle prospéra durant l'âge du bronze, son essor étant étroitement lié au commerce du cuivre. Cette société connut plus de 5 siècles de richesse et de prospérité. Son expansion fut telle que ses villes possédaient des systèmes de drainage élaborés, et ses habitants produisèrent une poterie de grande qualité, comme le révélèrent les fouilles ultérieures. Avançons jusqu'en 1867, lorsque des habitants commencèrent à découvrir des artefacts anciens de cette civilisation dans une carrière. Ces découvertes attirèrent d'abord l'attention d'un géologue français, qui entreprit les premières fouilles. Ce n'est toutefois qu'au cours des excavations modernes que l'ampleur réelle de la cité disparue fut révélée. En creusant plus profondément, les archéologues mirent au jour une implantation sophistiquée. Akrotiri constituait un carrefour commercial essentiel entre la Crète et Chypre, avec des traces de cuivre, de poterie et de rues pavées. La cité était animée et organisée, jusqu'à ce qu'un volcan dévastateur ne la raye de la carte. Ce qui subsiste aujourd'hui constitue des vestiges impressionnants de leur culture, notamment des fresques parfaitement conservées. Ces peintures, réalisées à l'aide de pigments minéraux, illustrent des scènes de la vie quotidienne, flottilles de bateaux, fleurs écloses et oiseaux en plein vol. De l'autre côté de l'Atlantique, le Pérou est mondialement renommé pour les majestueuses ruines de Machu Picchu. Mais il recèle un chapitre moins connu et profondément tragique de son histoire, la destruction de la ville de Yungay. En 1970, un mouvement apparemment mineur d'une plaque tectonique provoqua un séisme d'une magnitude de 7,9, engendrant une dévastation que peu auraient pu imaginer. C'était un paisible après-midi dominical, lorsque les régions d'Ancash et de la Libertad furent secouées par le tremblement de terre. L'épicentre se situait à environ 56 km au large, là où la plaque de Nazca s'enfonce sous la plaque sud-américaine. Le séisme affecta une étendue d'environ 83 000 km², soit plus grand que la Belgique et les Pays-Bas réunis. Les secousses furent si puissantes
qu'elles se firent ressentir jusqu'au centre et à l'ouest du Brésil, à une distance considérable. Bien que de nombreuses localités aient subi les effets du tremblement de terre, Yungay fut la plus durement touchée. Le majestueux mont Huascarán, dominant la ville, devint funeste lorsque le séisme déclencha une avalanche gigantesque. Une masse de glace et de roches, large de 920 mètres et longue de 1600 mètres, dévala la montagne à plus de 160 km à l'heure, entraînant boue, pierres et débris, et anéantissant tout sur son passage. En l'espace de quelques minutes, l'avalanche parcourut plus de 20 km et ensevelit Yungay sous des tonnes de neige et de boue. Plus de 25 000 personnes périrent dans cette tragédie, laissant la cité quasiment entièrement recouverte. Les autorités péruviennes ont depuis déclaré ce lieu zone de deuil national, interdisant toute fouille par respect pour les victimes. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que quelques survivants parvinrent à se réfugier dans un abri voisin situé sur une petite colline. Certains affirment même que le destin de la ville avait été prédit des années auparavant par un prêtre qui mettait en garde contre la vie à l'ombre d'une montagne si instable. Bien qu'aucune preuve ne puisse confirmer ces dires, ils demeurent ancrés dans la légende locale. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette ville américaine repose désormais au fond du lac Shasta. Ce qui importe surtout, c'est de comprendre comment elle s'y est retrouvée. Autrefois, la cité de Kennett, en Californie, comptait 40 saloons, plusieurs dizaines de commerces, un hôtel, un hôpital, une école et un opéra. Aujourd'hui, elle repose à environ 120 mètres sous la surface de l'eau. À l'origine, la ville de Kennett était une communauté minière. Elle attira l'attention en 1852 lorsqu'il fut annoncé que de l'or avait été découvert dans la région. Sa proximité avec le chemin de fer Southern Pacific en fit un lieu prisé par les hommes d'affaires, les cheminots et les milliers de mineurs travaillant dans les sites d'extraction environnants. À son apogée, la ville comptait environ 10 000 habitants. La ville sembla croître trop rapidement, et son économie ne put suivre ce rythme effréné. En 1923, la plus grande mine de Kennett ferma définitivement, fournissant aux autorités le prétexte dont elles avaient besoin. Elles envisagèrent alors la construction d'un barrage dans la région voisine et, en 1935, entamèrent les travaux du barrage de Shasta. Lorsque le lac Shasta commença à se remplir en 1940, l'hôtel et le saloon de l'ancienne ville demeuraient encore debout. Aujourd'hui, toutes les structures restantes reposent dans la partie la plus profonde du lac. Fait des plus surprenants, lors d'une récente sécheresse en Californie, certaines zones de la ville engloutie commencèrent à réapparaître. Après presque un siècle sous les eaux, d'anciens ponts, viaducs ferroviaires, tunnels et fondations de la cité émergèrent progressivement des profondeurs boueuses du lac. Stupéfiant, n'est-ce pas? Il y a presque 140 ans, des pêcheurs ont sorti du lac Michigan les fragments d'un navire. Où était le reste? À compter de ce moment, des passionnés ont consacré des années entières à traquer ce mystérieux bateau fantôme. Dans les années 70, la quête a pris un tournant plus sérieux, une récompense de 1 000 $ étant promise à quiconque parviendrait à le localiser. Pourtant, aucun indice. Le navire semblait s'être évaporé, jusqu'à aujourd'hui. Des chercheurs ont finalement repéré l'épave au large de Bailey's Harbor, dans le Wisconsin. Ce navire, nommé F.J. King, s'était volatilisé en 1886. À cette époque, ce bâtiment de 44 mètres de long assurait une mission essentielle, le transport de grains. Vous pourriez vous interroger, du grain vraiment, c'est tout? Eh bien certes, ce n'était pas un trésor scintillant, regorgeant d'or et de pierreries, mais il faut apprécier la situation dans son ensemble. À cette époque, le Wisconsin était connu comme le grenier à blé de l'Amérique. L'État produisait d'énormes quantités de nourriture, notamment du blé, environ 1/6 de la production nationale. L'agriculture était en plein essor, ce qui représentait bien sûr beaucoup d'argent. Le F.J. King appartenait à cette période dorée. Pendant près de 19 ans, le navire avait convoyé et échangé du grain et du minerai de fer à travers le canal Welland. Puis, arriva le 15 septembre 1886. Ce jour-là, l'équipage était occupé à acheminer du minerai de fer du Michigan jusqu'à Chicago. Ce ne devait être qu'un autre voyage de routine, mais ils furent pris dans une violente tempête. Les conditions étaient brutales, avec des vagues atteignant près de 3 mètres de haut.
L'équipage lutta désespérément pour écoper l'eau et maintenir le navire à flot, mais les vagues étaient trop fortes. Elles continuaient de s'abattre, l'une après l'autre. Les hommes se battirent sans relâche jusqu'à l'épuisement. Les vagues disloquaient peu à peu la coque du bateau. À ce stade, la catastrophe était inévitable. Le capitaine William Griffin donna alors l'ordre. Abandonner le navire. Les hommes n'avaient d'autre choix que de partir. Ils saisirent leurs affaires aussi vite qu'ils le purent et montèrent dans le petit canot du navire. Il était 2 heures du matin et tout autour d'eux baignait dans l'obscurité. En tentant de se rapprocher du rivage, le FG King sombra proue en avant. Puis, soudain, boum! L'équipage regarda avec stupéfaction le pont arrière exploser, projetant les papiers du capitaine à 15 mètres dans les airs. Ils restèrent dans le canot, jusqu'à être secourus par une goélette de passage, la petite, qui les conduisit à Bailey's Harbor. Peu après, le capitaine Griffin déposa un rapport de naufrage. C'est alors que débuta le véritable mystère. Dans son rapport, le capitaine indiqua que le navire avait coulé à environ 8 km des côtes du lac Michigan. Mais ce n'était que son estimation. Elle ne reposait sur aucun instrument ni relevé précis, seulement sur ce dont il se souvenait cette nuit-là. Une semaine plus tard, cependant, un gardien de phare aperçut les mâts d'une goélette dépassant de l'eau, bien plus près du rivage. Il en informa un journal local, et c'est à ce moment que les questions commencèrent à se multiplier. Pourrait-il s'agir du FG King, même avec cette piste solide? Personne ne parvint à retrouver le navire. Les jours passèrent, puis les mois, puis les années, jusqu'en 2025. C'est alors qu'un enquêteur nommé Brandon Bayod décida qu'il fallait agir. Il rassembla une équipe d'une vingtaine de scientifiques et d'historiens pour enfin localiser cette épave d'antan. Ils examinèrent des centaines de documents originaux sur le navire et le jour de sa perte, reconstituant des indices et restreignant la zone où il pouvait se trouver. Beaucoup d'experts disaient « laissez tomber ». Et il est vrai qu'ils avaient toutes les raisons d'être découragés. Cette région avait déjà été sondée maintes et maintes fois, et le navire semblait toujours introuvable. Mais Bayod ne se laissa pas décourager. Il savait que c'était un pari risqué. Mais rechercher ce vaisseau fantôme présentait d'autres avantages. Son équipe voulait acquérir une expérience de première main au moyen d'un sonar tout neuf et extrêmement performant. Avec cela en tête, ils se lancèrent dans leur mission et se rendirent au lac Michigan le 28 juin. Très bien. Mais par où commencer? Tout d'abord, Bayod devait clarifier un certain point. À l'époque du naufrage, qui avait vraiment vu juste quant à l'emplacement du navire, le capitaine ou le gardien du phare? Obtenir cette réponse les orienterait dans la bonne direction. Ensuite, Bayod pensa à quelque chose que vous avez peut-être déjà envisagé. Comment le capitaine pouvait-il réellement savoir où il se trouvait? Il faisait noir comme dans un four. Il venait de lutter pour maintenir son navire à flot. Il voyait peu, il était épuisé et probablement affamé. Ses pensées n'étaient certainement pas claires. L'enquêteur comprit alors que les indications du gardien de phare étaient sans doute plus fiables. Heureusement, il retrouva l'article de journal de 1886, celui où le gardien précisait l'endroit où il avait aperçu les mâts pour la dernière fois. Bayod traça ensuite une grille de 5 km² autour de cette localisation. Puis, l'équipe décida de cartographier le fond du lac à l'intérieur de cette zone en utilisant leur technologie de pointe. Ainsi, ils se trouvaient à bord du Shoreline, un bateau de tourisme qui transporte normalement des visiteurs le long de la péninsule. Ce jour-là, ils ne s'attendaient pas vraiment à découvrir quoi que ce soit. Leur unique objectif était de tester le nouveau sonar à balayage latéral, bien plus performant que le modèle précédent utilisé par l'équipe. Mais, après environ 2 heures de recherche, un phénomène étrange se produisit. Le sonar, qui émettait des ondes pour cartographier le sombre fond du lac Michigan, commença à se comporter différemment. Lorsque les images commencèrent à se former, elles révélèrent une forme impossible à méprendre. Un navire. Bingo, ils l'avaient trouvé. L'épave se situait à moins d'1 kilomètre de l'endroit indiqué par le gardien du phare. À ce stade, certains membres de l'équipe durent se pincer pour y croire. Ils étaient stupéfaits, non seulement d'avoir retrouvé le navire si rapidement, mais aussi par son remarquable état de conservation. Les enquêteurs avaient certes de l'espoir, mais ils pensaient que le navire aurait été réduit en morceaux. Après tout, il transportait du minerai de fer, et le poids de tout ce métal aurait pu le briser davantage. Mais non, à la surprise générale, la coque était presque entièrement intacte. Certes, le côté avant droit était écrasé, mais le reste demeurait pratiquement intact.
Les enquêteurs découvrirent même les effets personnels de l'équipage et des ustensiles de cuisine éparpillés au fond du lac. Une fois le choc surmonté, ils firent appel à des archéologues pour examiner le site et réaliser un modèle tridimensionnel de l'épave. Il s'agit du 5e naufrage majeur que Bayod et son équipe ont élucidé au cours des 3 dernières années. Mais la vérité est que cette région recèle encore de nombreux mystères à révéler. Le FJ King n'est qu'un des quelques 6000 navires endommagés ou détruits dans des incidents survenus dans les Grands Lacs au cours du 19e siècle. On estime que des centaines de ces épaves restent encore cachées au fond des lacs supérieurs, Michigan, Huron, Erie et Ontario. Heureusement, des découvertes comme celle-ci risquent de devenir de plus en plus fréquentes. Aujourd'hui, on retrouve plus d'épaves qu'à n'importe quelle autre période de l'histoire. Les progrès technologiques ont rendu l'exploration du fond des lacs à la fois moins coûteuse et plus accessible, non seulement pour les professionnels, mais également pour les passionnés amateurs. De plus, le profil de ces chasseurs d'épaves modernes a évolué. Ils recherchent désormais les navires surtout pour leur valeur historique, plutôt que pour y dénicher un trésor. Un autre projet susceptible de révéler encore davantage d'épaves dans les Grands Lacs se nomme Lakeped 2030. Il pourrait tout changer, puisqu'il vise à cartographier intégralement le fond des lacs. Or, à l'heure actuelle, seulement 15% environ ont été explorés. Cela signifie que les Grands Lacs conservent probablement encore. Les chercheurs ont mis au jour ce qui s'apparente à la version géologique d'un fossile de dinosaure, caché dans les profondeurs océaniques près de l'île de Pâques. Cela s'apparente à l'ouverture d'une capsule temporelle vieille de 200 millions d'années, révélant les secrets de l'histoire ancienne de notre monde. La surface du globe se compose d'immenses segments comparables aux pièces d'un vaste puzzle que l'on nomme plaques tectoniques. Celles-ci se déplacent continuellement, guidées par le manteau incandescent qui s'étend sous elles et facilite leur dérive. En septembre 2024, une équipe de géologues a rendu publique une découverte majeure décrivant une antique mégastructure enfouie. Ce fragment archaïque du plancher océanique pourrait éclairer les raisons pour lesquelles l'expansion des fonds marins s'opère plus vivement dans certaines régions que dans d'autres. Pour élucider ce phénomène, les chercheurs ont recouru à des ondes acoustiques, les sonars, afin d'établir une cartographie des profondeurs terrestres. Leur analyse a révélé une masse tout à fait singulière, située sous la plaque de Nazca, proche de l'Amérique du Sud, et dont la progression est bien plus lente qu'attendue. Habituellement, lorsque les plaques bougent, une part du matériau s'enfonce dans la terre à la manière d'un tapis roulant. Mais ici, le mouvement se trouve freiné, comme retenu par un obstacle. Cet obstacle pourrait correspondre à un vestige d'anciens planchers marins entraînés vers les entrailles du globe il y a environ 250 millions d'années. Une telle découverte équivaut à retrouver un fossile enfoui, qui éclaire les états anciens de notre planète. Lorsque le plancher océanique s'écarte, cela signifie que 2 plaques tectoniques se repoussent peu à peu. Au centre des océans se trouve une longue fracture, ou dorsale, où ce phénomène se produit, comparable à une couture dans l'écorce terrestre. Tandis que les plaques s'éloignent, un magma brûlant provenant des profondeurs s'élève par cette ouverture. Lorsqu'il rencontre les eaux froides, il se solidifie et forme une croûte nouvelle. Ce mécanisme continue alors de pousser les plaques plus loin. On le désigne aussi comme un système de recyclage du manteau terrestre, puisque la planète semble générer sans relâche sa propre matière interne. À la surface, ce processus peut provoquer des séismes, des éruptions volcaniques sous-marines et la création de terres nouvelles, pouvant même conduire à l'apparition d'îles volcaniques au fil de millions d'années. Les fissures où cette expansion se manifeste sont appelées dorsales océaniques. Parmi elles, l'une des plus connues est précisément celle évoquée ici, la dorsale Est-Pacifique, réputée pour sa vitesse d'expansion supérieure à la plupart des autres. Cette découverte récente contribue à expliquer pourquoi ce phénomène se produit ainsi. Voyez-vous, cette immense mégastructure fonctionne en effet comme une capsule temporelle. Comme le manteau terrestre se transforme et se régénère constamment, en trouver une version figée enthousiasme vivement les chercheurs. Elle dévoile l'aspect de notre planète il y a des millions d'années, à l'époque où les continents occupaient d'autres positions et où les dinosaures parcouraient encore le globe. Cet ancien fragment du plancher océanique éclaire aussi la manière dont les plaques tectoniques se sont déplacées au fil des ers. Bien que l'on évoque souvent la Pangée,
le tout premier supercontinent se nommait en réalité Vaalbara. Ce sont les déplacements successifs de ces plaques qui ont façonné les continents tels que nous les connaissons aujourd'hui. Cet immense fossile peut aussi affiner notre compréhension du système de recyclage des manteaux terrestres. En analysant la manière dont ce fragment de croûte s'est retrouvé immobilisé et ralenti, les chercheurs peuvent mieux anticiper des phénomènes tels que les éruptions volcaniques ou les tremblements de terre. Cela pourrait même éclairer le fonctionnement interne d'autres planètes, comme Mars ou Vénus. Autant dire que la science a du pain sur la planche. D'autres éléments étonnants continuent d'être découverts au fond des océans, des mers et des lacs, tels ce Stonehenge submergé. Les scientifiques ont mis au jour un mystérieux alignement de cairns s'étendant sur plusieurs kilomètres sous les eaux du lac de Constance, à la frontière de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Autriche. Les premières découvertes archéologiques remontent à 2015, et l'usage réel du site demeure inconnu. Ce que l'on sait à ce jour, c'est qu'une ligne de 19 km regroupant 170 cairns construits par l'homme repose sous la surface du lac. Selon les chercheurs, cet ensemble résulte très probablement de l'activité de plusieurs villages et remplissait sans doute un usage collectif. Les structures sont imposantes. Certaines atteignent plusieurs mètres de large et peuvent s'élever jusqu'à 2 mètres. L'ensemble remonterait à environ 5500 ans. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les scientifiques nomment ce lieu le Stonehenge sous-marin. Les deux sites auraient été érigés à une période comparable. Stonehenge, en effet, remonte à environ 3100 avant notre ère. De plus, chacun présente l'attribut distinctif de monuments de pierre disposés selon une forme circulaire. On pourrait les voir comme des cousins. En 2007, des archéologues ont mis au jour ce qui semble être une version miniature de Stonehenge sous le lac Michigan. Situé à une douzaine de mètres de profondeur, ce cercle de pierre serait l'œuvre de peuples autochtones. Il l'aurait été érigé durant la dernière ère glaciaire, à une période où le lac n'était pas encore rempli d'eau. Les blocs mesurent environ 1,20 m et l'un d'eux pourrait même porter la gravure d'un mastodonte. Un immense animal proche de l'éléphant qui vivait il y a plus de 10 000 ans avant de s'éteindre. Si cette gravure s'avérait authentique, elle permettrait d'estimer plus précisément l'ancienneté du site. Ce qui renforce encore le mystère, c'est que nul ne sait pourquoi ces pierres ont été disposées ainsi. Toutefois, comme une structure comparable a été trouvée sur l'île Beaver, les spécialistes estiment que leur agencement ne doit rien au hasard et qu'elles ont été placées là intentionnellement. L'ensemble forme 2 anneaux. Le cercle extérieur mesure près de 12 mètres de large, tandis que l'intérieur en fait environ 6. Toutes les pierres proviennent du granit local et elles reposent là depuis près de 9000 ans, ce qui en fait l'une des structures les plus anciennes d'Amérique du Nord. Pour mesurer leur ancienneté, rappelons que ces blocs furent installés bien avant le célèbre Stonehenge d'Angleterre, qui ne serait édifié que 4 millénaires plus tard. À l'autre bout du monde, au Japon, une structure énigmatique a été mise au jour. À première vue, elle évoque un Machu Picchu submergé. Le site abrite un vaste édifice en forme de pyramide, accompagné d'arches et d'escaliers, qui pourrait aisément passer pour un ancien palais ou un château. Voici la structure sous-marine de Yonaguni, également surnommée l'Atlantide du Japon. L'ensemble atteint la dimension de 5 terrains de football et la hauteur d'un édifice de 5 étages. Son trait le plus remarquable réside dans ses vastes terrasses, capables d'accueillir de larges rassemblements. Les explorateurs et scientifiques estiment que Yonaguni remonte à environ 10 000 ans. Toutefois, déterminer s'il s'agit d'une structure façonnée par l'homme ou d'une formation naturelle demeure sujet à débat. Pour le principal géologue marin du Japon, Yonaguni représenterait l'héritage d'une civilisation disparue. Il a plongé plus d'une centaine de fois ces 10 dernières années afin d'examiner les ruines. Selon lui, des indices manifestes d'activité humaine y sont présents. Le bassin triangulaire, creux situé à la surface de l'édifice, correspondrait à un symbole historique lié aux fontaines de la région. On trouve aussi une grande tortue sculptée sur le flanc oriental de la structure, dotée d'une forte portée culturelle. Plusieurs outils en pierre ont été retrouvés sur le site et leur datation suggère un âge d'environ 10 000 ans. Toutefois, cette interprétation ne convainc pas l'ensemble de la communauté scientifique.
Pour de nombreux spécialistes, Yonaguni résulterait plutôt de milliers d'années d'érosion. Le fait que le monument soit formé d'un unique bloc massif les conduit à penser qu'il n'est pas d'origine humaine. Ses arêtes nettes et ses surfaces planes évoquent d'ailleurs une structure naturelle semblable à la chaussée des géants, en Irlande du Nord. Un ensemble de colonnes basaltiques imbriquées qui rappellent les ruines d'un palais, bien que créé par l'activité volcanique de la région. Si vous imaginez les peuples néolithiques occupés uniquement à chasser ou à cueillir, détrompez-vous. Ces ancêtres de l'actuelle Espagne s'employaient déjà à édifier des ouvrages qui semblaient impossibles pour leur époque, tels que le dolmen de Menga. Cette impressionnante structure de pierre se dresse à Antequera, une cité parfois qualifiée de cœur de l'Andalousie, dans le sud de la péninsule ibérique. Cette région est précisément l'endroit où l'héritage néolithique côtoie encore les traces romaines et mauresques, façonnant une architecture et un paysage singuliers. Le dolmen de Menga est un monument âgé d'environ 5700 ans, ce qui signifie qu'il fut érigé à une époque dépourvue de véritable technologie d'ingénierie. Il fait partie des 3 structures mégalithiques d'Antequera, aux côtés du dolmen del Romeral et du dolmen de Viera. Toutefois, le dolmen de Menga demeure l'un des plus fascinants, puisqu'il fut le premier construit, vers 3800 avant notre ère. L'ensemble atteint près de 27 mètres de longueur, 6 mètres de largeur et 3 mètres de hauteur. Des décennies durant, des chercheurs en ont examiné la structure, et voici ce que leurs travaux ont révélé. Mettons une chose au clair, les mégalithes sont des édifices composés de blocs de grande taille, présents dans le monde entier. La majorité fut érigée en Europe à la fin de la préhistoire, où l'on compte plus de 35 000 structures de ce type. Le terme provient du grec ancien, mêlant méga, qui signifie grand, et lithos, désignant la pierre. Le dolmen de Menga ne fut mis au jour qu'au cours des années 1840, mais sa découverte suffit à le faire reconnaître comme une œuvre singulière par son caractère inédit. Examinons à présent ce qui fonde cette distinction. Le simple fait que Menga subsiste depuis près de 6 millénaires atteste que ses bâtisseurs maîtrisaient parfaitement leur entreprise. Pour commencer, ces artisans demeurés anonymes acheminèrent d'immenses blocs depuis les carrières du Cerro de la Cruz, situé à environ 1 km du monument actuel. Le site rassemble en effet 32 pierres d'une masse déconcertante. La plus imposante d'entre elles est presque 5 fois plus lourde que le plus grand bloc de Stonehenge. L'ensemble atteint approximativement 1140 tonnes, soit l'équivalent du poids combiné de 2 jumbo jets transatlantiques entièrement chargés de passagers et de bagages. La pierre la plus massive de Menga, connue sous l'appellation C5, avoisine les 150 tonnes, un poids comparable à celui d'une baleine bleue. En d'autres termes, ces anciens ouvriers manipulèrent la plus lourde pierre jamais déplacée dans le cadre du phénomène mégalithique de la péninsule ibérique, et la seconde plus imposante en comparaison de la France. Si vous vous posez la question, la première place revient à un gigantesque monolithe de 330 tonnes utilisé pour ériger le grand menhir brisé d'Ergra dans le Morbihan. Comment, toutefois, parvinrent-ils à un tel exploit? Leur premier défi consistait à choisir avec soin les roches destinées à la construction. Les spécialistes estiment que le bâtisseur privilégia des calcarénites et des calcirudites, roches tendres ou modérément tendres, probablement sélectionnées parce qu'elles s'ajusteraient plus aisément avec le temps. Il leur fallut ensuite déplacer ces colosses. L'hypothèse la plus cohérente suppose qu'ils aménagèrent un parcours de transport, recourant à des échafaudages, des cordes et à la seule gravité pour réduire la friction. Lors des descentes, les ouvriers devaient contrôler avec exactitude l'accélération et le point d'équilibre de chaque bloc. Souvenez-vous qu'ils utilisèrent des roches tendres. La moindre manœuvre exigeait donc une prudence extrême avec les cordes. Les chercheurs avancent qu'ils durent également fabriquer des traîneaux pour y installer les pierres. Et pourtant, ce transfert colossal ne constitue pas leur plus grande prouesse. Comme vous pouvez le voir, ils conçurent un édifice destiné à tenir debout durant des siècles. Cela tient surtout au fait que les bâtisseurs de Menga mirent en œuvre des techniques élaborées pour préserver la structure de l'érosion. Pour rappel, un dolmen est un temple mégalithique à chambre unique ou un lieu de sépulture. La plupart se composent de 2 ou plusieurs monolithes dressés soutenant une grande dalle horizontale, souvent appelée table.
La majorité des dolmens remontent au néolithique tardif et se rencontrent en de nombreux points du globe, de la Turquie à l'Angleterre, en passant par l'Indonésie, l'Espagne ou encore le Brésil, sans que la liste soit exhaustive. Dans le dolmen de Menga, les chercheurs estiment que les bâtisseurs déployèrent des précautions particulières pour imperméabiliser l'ensemble. Les pierres verticales formant les parois ne furent pas disposées perpendiculairement, mais inclinées vers l'intérieur selon un angle d'environ 84 à 85 degrés, rendant la partie supérieure de la chambre plus étroite que sa base et lui conférant ainsi une forme trapézoïdale. Ces blocs s'appuyaient aussi latéralement les uns sur les autres et ce choix ne relevait en rien du hasard. Les constructeurs durent recourir à des instruments relativement sophistiqués, tels que des niveaux et des équerres, afin de garantir une précision extrême des angles. Un chercheur compara même cette entreprise à l'assemblage d'un gigantesque puzzle de Tetris, où la moindre erreur était presque impossible à corriger tant les pierres étaient lourdes à déplacer. Pour obtenir une inclinaison si subtile, les bâtisseurs durent aménager de profondes cavités de fondation destinées à accueillir les blocs. Ces ancrages leur permirent de contrôler avec exactitude le positionnement millimétrique des pierres afin qu'elles s'emboîtent véritablement les unes dans les autres. Le point culminant résidait littéralement dans les pierres de fait. Une fois ces dalles massives posées, l'ensemble formait une boîte compacte. Ils creusèrent ensuite l'intérieur à même le substrat rocheux, tout en préservant intactes les parois et la voûte. Pour protéger la chambre, ils recouvrirent le tout d'un vaste tertre de terre, comme si l'on enveloppait l'édifice dans une épaisse couverture. Ce remblai maintenait la chambre sèche et tempérée, et ajoutait une stabilité supplémentaire, comparable à une sorte de camisole naturelle, maintenant chaque élément en place. Il convient d'ajouter un élément essentiel. Les bâtisseurs alignèrent le dolmen sur les montagnes voisines, non seulement pour répondre à des exigences pratiques, mais aussi afin de produire, au sein de la chambre, des jeux de lumière saisissants. Cet agencement révèle l'ampleur de la réflexion qui présida à l'édification du mégalithe et témoigne du lien profond que ces constructeurs entretenaient avec l'astronomie. Un chercheur passionné du site a expliqué que la raison précise de la construction des dolmens restait incertaine. Peu de reliques y ont été découvertes, mais beaucoup s'accordent à penser qu'ils servaient à la fois de temples et de sépultures destinées à des personnages de haut rang, d'où leur édification pour traverser les siècles. Le dolmen de Menga, en particulier, fut bâti dans une région sujette à l'activité sismique, ce qui justifiait davantage la robustesse exceptionnelle de sa structure. Il semble par ailleurs que les bâtisseurs aient envisagé d'autres considérations. Depuis l'entrée du dolmen, le regard se porte simultanément vers le rocher des Amoureux et vers le lever du soleil. Ce rocher occupe une place majeure dans le folklore local et s'intègre au circuit des dolmens d'Antequera, bien qu'il ne s'agisse pas d'un monument mégalithique, mais naturel. La tradition raconte que son nom proviendrait d'un couple d'amants qui se seraient jetés du sommet, leur union étant interdite en ce monde. Une authentique tragédie digne d'un Roméo et Juliette, pourrait-on dire. Le dolmen de Menga présente également un alignement astronomique, à l'instar de la majorité des dolmens à travers le monde. Lors du solstice d'été, un moment précis de la journée voit les rayons du soleil pénétrer dans la chambre, éclairant le côté droit tout en plongeant le côté gauche dans l'ombre. Une telle disposition exigeait une précision exceptionnelle dans la conception du dolmen, n'est-ce pas? En matière de folklore, tandis que certaines traditions attribuent la construction de ces dolmens impressionnants à de petits hommes gris venus d'autres planètes, la culture ibérique propose une interprétation différente. Selon les légendes locales, on y évoque les Mouras enchantés, des créatures comparables à des fées, considérées comme des élémentaires de la terre. D'une beauté et d'un charme sans pareil, puissants en leur propre droit, ils excellaient notamment dans l'édification de dolmens où ils se retiraient pour accomplir leurs cérémonies. Ces êtres sont abondamment mentionnés dans le folklore local, ce qui justifie pleinement d'en parler ici. Quoi qu'il en soit, il n'est guère surprenant que l'UNESCO ait choisi d'inscrire ce dolmen parmi les sites du patrimoine. C'est un véritable chef-d'œuvre des temps anciens. Ils y sont enfin parvenus. Après 3 siècles de quête, des archéologues ont identifié l'emplacement de la mystérieuse terre du jaguar blanc. Une cité maya tapie au cœur des jungles mexicaines. Tout débuta véritablement au XVIe siècle avec les Lacandons, irréductibles descendants des Mayas, doués d'une exceptionnelle résilience. Lorsque leur capitale principale, la Camtoun,
tomba aux mains des Espagnols en 1586, beaucoup auraient considéré la cause perdue. Eux pourtant se replièrent plus profondément dans la forêt tropicale et édifièrent leur ultime bastion, Sac Balan, une place fortifiée dissimulée, faite de temples de pierre, de sentiers tortueux noyés dans la jungle et de singes hurleurs jouant les sentinelles tapageuses. Durant plus d'un siècle, ils y préservèrent leur tradition, loin de toute domination européenne. Puis, en 1695, l'histoire revint brusquement frapper à leur porte. Un missionnaire espagnol nommé Diego de Rivas tomba droit sur Sac Balan. Ce fut le début d'un irrévocable déclin, car les Espagnols ne tardèrent pas à en prendre le contrôle. En 1721, les Mayas abandonnèrent le site, et la jungle récupéra aussitôt ses droits. Racines éventrant les murs, lianes étouffant les places. La cité ne s'évanouit pas, elle fut littéralement dévorée par la nature. Durant les 3 siècles suivants, Sac Balan devint davantage un mythe qu'un souvenir tangible. Un nom qu'archéologues et explorateurs mentionnaient à voix basse, nourrissant l'espoir secret de l'apercevoir un jour. Bien des expéditions tentèrent de la retrouver, mais la forêt tropicale se révélait perfide. Chaque sentier paraissait identique, l'humidité réduisait les cartes en lambeaux, et même le GPS s'avérait impuissant sous l'épaisse voûte végétale. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, sauf que la botte était vivante, hérissée d'épines, et peuplée de jaguars prêts à faire de vous leur repas. Comment alors les scientifiques ont-ils percé l'énigme? Grâce à un unique élément, une lettre du XVIIe siècle. Dans ce document, Diego de Rivas décrivait en détail les routes, rivières et sentiers menant à Sac Balan. Il retraçait le périple de soldats marchant 4 jours jusqu'au Rio Lacantún, puis naviguant 2 jours vers l'église El Encuentro de Cristo, où ils abandonnèrent leur canoë avant de poursuivre à pied vers le lac Petén Itzá, au Guatemala. Ces indications étaient déjà très précieuses, mais les chercheurs voulurent déterminer l'emplacement précis en recourant au système d'information géographique, SIG. Ils intégrèrent les différentes couches de végétation et la charge portée par chaque homme, afin de délimiter la zone où Sac Balan devait probablement se trouver. Le calcul fut concluant. Guidés par ces résultats, les archéologues se frayèrent un chemin dans la jungle et découvrirent des temples de pierre surgissant du sol tels des dents brisées, ainsi que des outils, des céramiques et même une église espagnole nichée au cœur des vestiges. Cette découverte ne se résume pas à de simples ruines spectaculaires, elle réécrit l'histoire. On pensait que les Lacandons s'étaient dispersés après la chute de Lacamtún. Mais Sac Balan démontre qu'ils se sont réorganisés, qu'ils ont résisté et préservé leur culture durant plus d'un siècle. C'est comme retrouver le dernier chapitre d'un récit que l'on croyait inachevé. L'ironie est frappante. Le missionnaire espagnol qui dévoila Sac Balan contribua à sa perte. Et pourtant sa lettre permit, bien plus tard, de lui rendre mémoire. Aujourd'hui, les ruines reposent au sein d'une réserve de biosphère, protégées par la même jungle qui les cachait autrefois. On ne peut s'y aventurer à la légère. La nature y est âpre et foisonnante. La cité respire à nouveau, mais selon ses propres lois. Des scientifiques ont récemment mis au jour une autre cité perdue, enfouie sous les jungles denses du Mexique depuis 6 siècles. Cette ville, nommée Guyengola, est immense. Environ 360 hectares, plus de 1100 bâtiments, 4 kilomètres de murs défensifs, un réseau de routes et un plan urbain remarquablement structuré. En raison de son isolement profond, il aurait été impossible de mesurer son étendue sans des années d'exploration. Mais c'est là que la technologie moderne intervint. Grâce au lidar, un outil de balayage laser, les chercheurs survolèrent le site et obtinrent, en seulement 2 heures, une carte 3D complète de l'ancienne cité. Guyengola fut construite entre 1350 et 1121, à l'époque précolombienne, et grouillait autrefois de vie. Elle constituait un centre majeur pour le peuple zapotèque, présent dans la région depuis environ 600 avant notre ère. Les familles y résidaient dans des maisons organisées autour de vastes patios centraux, entourés de pièces qu'elles étendaient à chaque naissance, prolongeant ainsi leurs habitations. Elles employaient également les montagnes voisines comme rempart naturel et détournaient les eaux de ces reliefs pour assurer le drainage. De nombreux édifices subsistent encore, un fait remarquable au regard des siècles écoulés.
À la fin du XVe siècle, les Zapothèques étaient une puissance incontestée le long de la côte pacifique, repoussant même les ambitions expansionnistes des Aztèques. À Guyengola, ils résistèrent à un siège implacable de 7 mois. Toutefois, l'abri offert par les montagnes restait incomplet. L'eau douce et les terres cultivables faisèrent défaut. À moins de 20 km, la ville plus petite de Tehuantepec offrait ses ressources nécessaires, et les Zapothèques s'y installèrent peu avant l'arrivée des Espagnols en 1521. Les découvertes actuelles ne constituent que la partie émergée de l'iceberg. Le scan LIDAR révéla plus d'1 millier de bâtiments, et les archéologues envisagent plusieurs années de recherche. Plutôt que de tout exhumer et risquer des dommages, ils continueront à étudier la cité grâce à des technologies de balayage avancées. À présent, rendons-nous en Égypte, où des archéologues ont mis au jour une ville perdue entière, nommée Imet, nichée dans le delta oriental du Nil. Elle était enfouie sous des couches de boue, d'eau et de siècles d'histoire, dissimulée dans un marécage en perpétuelle mutation. Les scientifiques l'aperçurent d'abord d'en haut, sous forme de petits amas de fondations en briques de terre, à peine perceptibles sur les images satellites. Les formes, fragiles et fantomatiques, étaient toutefois trop ordonnées pour être naturelles. Ils suivirent ces motifs sur le terrain, commencèrent à creuser, et la cité reprit progressivement vie. Les archéologues ont mis au jour des maisons-tours, à plusieurs étages, véritables mini-gratte-ciel de l'Antiquité. Dotées de niveaux multiples et de fondations robustes, elles pouvaient supporter des charges importantes. Ce type d'habitation verticale est extrêmement rare en Égypte, surtout hors du delta du Nil, et démontre que les habitants d'Imet ne se limitaient pas à l'étalement au sol, mais construisaient également vers le ciel. La ville apparaissait ainsi densément peuplée, soigneusement planifiée et bien plus urbaine qu'on ne l'imaginait pour l'époque. Mais il ne s'agissait pas seulement de résidences sophistiquées. Un complexe de transformation des céréales a été découvert, avec zones pavées de travail, enclos pour animaux et espaces méthodiquement organisés pour la production alimentaire. La cité possédait donc une véritable économie. Non loin de là, une voie cérémonielle menait au temple d'Ouadjet, sa divinité tutélaire. Plus tard, d'autres constructions furent édifiées sur cette route, témoignant du déclin progressif du culte. Les vestiges ont également révélé des reliques remarquables. Une petite figurine funéraire en faïence verte, une stèle représentant Harpocrate, incarnation grecque d'Horus, le dieu du silence, des secrets et du soleil naissant, perché sur des crocodiles et tenant des serpents. Et même un sistre en bronze, instrument de musique ancien orné des doubles têtes d'Hathor. Des découvertes tout à fait impressionnantes. Il apparaît qu'Imet fut occupé dès le IVe siècle avant notre ère, de la période tardive jusqu'à l'époque romaine. Sa position le long de routes commerciales en faisait un centre attractif pour marchands et pèlerins se rendant au temple d'Ouadjet. La ville ne se contentait donc pas de subsister. Elle prospérait, se connectait, commerçait et s'adaptait aux évolutions de son temps. Bien plus qu'une ruine poussiéreuse, Imet nous ouvre une fenêtre sur la vie quotidienne, la religion et l'organisation urbaine du delta, domaine jusqu'ici moins connu que les grandes pyramides et autres tombeaux. Êtes-vous prêts pour le combat grandiose entre deux prédateurs venus du fond des âges? Alors accrochez-vous. Contemplez cette créature. Vous la reconnaissez, cet antique requin d'environ 20 mètres, qui glissait dans les eaux obscures des océans et inspirait une telle peur qu'aucun rival ne semblait pouvoir l'inquiéter. Ou presque. Des chercheurs ont récemment mis au jour, au large de l'Australie, les restes d'un autre prédateur marin apparu à la même époque que le mégalodon. Bien que de la taille d'un dauphin, il pouvait néanmoins représenter une menace réelle pour ce géant. Comment une créature si réduite pouvait-elle l'affronter? Examinons cela. Ce monstre, nommé Janjucetus, n'était pas, à proprement parler, un poisson, mais un lointain ancêtre des baleines à fanon moderne. Sa silhouette pouvait paraître presque attendrissante, rappelant ces paisibles cétacés, et pourtant, mieux valait ne jamais le croiser en mer. Il possédait un crâne massif, des yeux énormes, comparables à des balles de tennis, ainsi qu'un museau court doté d'une mâchoire prodigieusement puissante armée de dents acérées. En somme, une sorte de rorqual façonné comme un requin. Le Janjucetus évoluait durant une période ancienne,
connu sous le nom d'Oligocène, il y a environ 33 à 23 millions d'années. Une ère où les océans foisonnèrent d'êtres extraordinaires. Pingouins géants, petites baleines, requins bien plus massifs que ceux d'aujourd'hui, dauphins primitifs, et une foule de créatures tout aussi singulières. Imaginez alors, au sein de ce monde inquiétant, la rencontre entre un immense mégalodon et un Janjucetus. Voilà qui n'évoque rien de bon. La victoire semble acquise au mégalodon, mais il serait imprudent d'écarter trop vite son adversaire. Le Janjucetus était vif et agile, peut-être même plus mobile que le géant. Durant l'affrontement, il aurait esquivé toute attaque frontale. Le mégalodon aurait perdu de vue un rival si petit, tandis que le Janjucetus aurait pu se glisser sous son ventre et refermer ses mâchoires garnies de nombreuses dents acérées. Ses dents étaient passées façonnées pour déchirer et trancher. Le Janjucetus aurait infligé au mégalodon une morsure réduite mais singulièrement pénible, suffisante pour contraindre le requin à battre en retraite. Toutefois, nul ne peut exclure que le mégalodon l'ait avalé dès les premières secondes de l'affrontement. Le géant aurait pu triompher, certes, mais il aurait perdu dès qu'il s'agissait de vitesse et d'agilité. Examinons à présent une créature plus imposante, capable, elle, de rivaliser véritablement avec le mégalodon. Nul besoin qu'elle ait vécu à la même époque que l'antique requin. Posons nos propres règles. Imaginez l'ensemble des créatures marines anciennes réunies dans un même bassin face au mégalodon. Son prochain adversaire serait alors le Liopleurodon. Les premiers travaux suggéraient qu'il atteignait 25 mètres, surpassant même le mégalodon. Mais des analyses plus fiables ont établi qu'il mesurait plutôt 10 mètres, soit l'échelle du Norque actuel. Le Liopleurodon évoluait dans les mers de l'Europe occidentale il y a 166 à 155 millions d'années, où il côtoyait d'autres reptiles redoutables, tels que les ichthyosaures et les plésiosaures. Il était certes plus petit qu'eux, mais disposait d'un atout majeur. Le Liopleurodon possédait l'une des mâchoires les plus vastes du règne animal, représentant près d'un cinquième de la longueur totale de son corps. On peut dire que ça a de la gueule. Ses mâchoires avoisinaient les 2 mètres. Cette ouverture monumentale, équivalente à la stature d'un joueur de basket adulte, était garnie de dents lisses et affûtées comme des lames, parfaites pour trancher des chairs épaisses ou mettre à nu les coquilles ammonites. Les chercheurs estiment d'ailleurs que ces ammonites, ainsi que divers calmars, constituaient l'essentiel de son régime. Prédateur suprême, rapide et souple, il surgissait du dessous pour frapper sa cible. Le mégalodon se serait trouvé en sérieuse difficulté. La prise d'un Liopleurodon aurait certainement surpassé la sienne, et sa combinaison de taille et de mobilité lui aurait permis d'assaillir son rival de tous côtés. Voilà pourquoi, dans un tel duel, le mégalodon aurait probablement été vaincu. Le prochain adversaire du mégalodon est le Dunkleosteus. Pour être franc, ce prédateur n'aurait presque aucune chance de vaincre l'ancien grand requin. Pourtant, le mégalodon n'aurait sans doute pas triomphé pour autant. Le Dunkleosteus comptait parmi les plus anciens chasseurs des mers. Il vivait à la fin du Dévonien, il y a environ 382 à 358 millions d'années. Il ne mesurait que 4 à 10 mètres, parfois moins encore, et il ne possédait pas de dents. Comment un prédateur dépourvu de dents a-t-il pu survivre dans un monde aussi périlleux? Il saisissait et broyait sa nourriture grâce à des excroissances particulières de sa mâchoire, si puissantes qu'elles auraient pu transpercer l'acier, à supposer qu'il y en eût. En vérité, il ne s'agissait pas de dents, mais d'os. Admettons que le mégalodon parvienne à saisir ce chasseur par le ventre. Le Dunkleosteus serait incapable d'utiliser ses excroissances. Toutefois, le mégalodon ne s'en sortirait guère mieux, car le Dunkleosteus était un poisson lourdement cuirassé. Observez cette carapace. Elle entravait sa mobilité, certes, mais lui offrait une protection remarquable. Entre les mâchoires du mégalodon, il aurait eu la consistance d'un bloc de pierre. Le requin aurait sans doute refusé d'insister, l'aurait relâché, et chacun serait reparti de son côté. Le combat se solderait par un match nul. Et vient enfin l'ultime affrontement. Voici le nouvel adversaire. Percevez-vous quelque chose? L'ennemi serait-il invisible? Que se passe-t-il? Le voilà, découvrez le Tulimonstrum. Ce minuscule monstre ancien ne mesurait que 28 cm. Que pourrait-il infliger à un requin colossal? À côté du mégalodon, il équivaudrait à une boîte d'allumettes face à un être humain. Pourtant,
Si le mégalodon avait disposé d'un intellect comparable au nôtre, il aurait été saisi d'effroi et aurait immédiatement pris la fuite. Nombreuses sont les personnes qui poussent des cris et prennent la fuite à la vue d'un insecte effrayant rampant ou volant. Ou lorsqu'une souris traverse le plancher, certains bondissent d'horreur sur le canapé. Le mégalodon aurait probablement jailli hors de l'eau, tel un dauphin, si le Tullymonstrum s'était précipité vers lui. Observez attentivement. Cette créature ressemble à un vélo sous-marin doté d'une longue trompe terminée par une mâchoire. Et ses guidons, là où l'on poserait les mains pour diriger le vélo, ce sont les yeux, à l'instar de ceux d'un requin-marteau, mais plus fins et allongés. Le corps d'un calmar, des nageoires de sèche, des yeux semblables à ceux d'un escargot et une trompe bardée de dents. On croirait un personnage sorti d'un film d'horreur. Selon les scientifiques, il chassait probablement des méduses, de petits poissons et des crevettes. Et il ne mastiquait pas sa nourriture, préférant la lécher tel un esquimau. Bien sûr, ce n'était pas un adversaire pour le mégalodon, mais il semblait néanmoins redoutable. Que se serait-il passé si un affrontement avait vraiment eu lieu? L'ancien requin aurait eu bien du mal à localiser un si petit monstre, et le Tullymonstrum n'aurait guère pu porter atteinte au mégalodon. Cependant, il existe une stratégie envisageable. En glissant sa longue trompe sous l'aileron du requin pour le lécher, peut-être aurait-il pu provoquer une réaction. Si le mégalodon était chatouilleux, cela aurait probablement fonctionné. Vraisemblablement toutefois, ils n'auraient pas combattu et auraient préféré coexister, établissant une amitié inattendue dans les profondeurs. Le Tullymonstrum évoluait, il y a environ 300 millions d'années, dans des mers peu profondes et des estuaires recouvrant le territoire actuel des États-Unis. Lorsqu'il fut découvert en 1955, les scientifiques furent stupéfaits, car personne ne savait ce que représentait cet animal. Des comparaisons furent faites avec des vers, des tuniciers, des conodontes, des mollusques et des vertébrés. Et savez-vous ce qu'il était réellement? Les chercheurs l'ignorent toujours. Sa place dans l'arbre de l'évolution demeure incertaine. Peut-être constitue-t-il une branche à part, dont les descendants n'ont simplement pas survécu jusqu'à nos jours. Le mégalodon fut l'un des prédateurs les plus redoutables à avoir jamais existé sur Terre. Mais nous savons désormais que d'autres monstres, tout aussi terrifiants, peuplaient les océans. Si le mégalodon vivait aujourd'hui, qui pourrait le surpasser? Une baleine bleue serait encore plus massive que cet ancien requin, mais cet animal semble pacifique et ne se battrait pas. Mais quid du kraken? Kraken contre mégalodon?